pluvieux, il fait froid. Notre solution, vous faire rire, vous divertir pendant 2 heures grâce à Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez pouvoir, je l'espère, apprécier Caroline Diamant. Bah oui, c'est sûr. Marianne Sergent. Ah oui, là, je suis certain. Fabrice Eboué. Ouais, ça c'est formidable. Gérard Miller. Ouais, ça c'est du sûr. Sur les commentaires, Gérard Miller. Joujou. Ah, il est formidable. Oh, maintenant, vous vous appelez plus Michalak. Non, c'est plus la peine. Et un nouveau venu dans l'équipe aujourd'hui, Max Boublil. Ouais, c'est bien, mais on ne sait pas s'il sera bon. Hein. Ça, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il sera Vous allez très mauvais. arrêter de parler. On croirait Bénichou par moment, Gérard Miller. Non, je commente. Je dis que là, on a, je crois qu'on peut le dire quand même, 5 valeurs sûres autour de vous et un petit nouveau dont on ne sait pas s'il sera ou très mauvais ou mauvais. Ça vous dérangerait, là, c'est le début d'émission, Barack Obama a été élu, donc c'est nous les maîtres du monde de fermer vos gueules et de me laisser parler quand on commence l'émission maintenant. Ah, vous n'aviez qu'à être là hier. On a pensé que déjà vous étiez évidemment. sur une autre radio, directeur ou je sais pas. Enfin, un truc Évidemment. de ce genre. Excusez-nous, monsieur le président. On va vous appeler président maintenant. Ouais, ça, c'est bien. Appelez-moi Fabrice, Barack. si vous C'est voulez vrai bien. que ça a été la meilleure nouvelle de ma vie, moi, Laurent. Là, hier, j'étais... Alors, moi, c'est vrai que je n'y croyais pas au début à la victoire de Barack Obama. 2-3 jours avant, il y a quand même ça... Je croyais que les États-Unis étaient restés un pays raciste. On a eu sa grand-mère qui est morte, sa grand-mère blanche. Donc, je me suis dit, même sa grand-mère refuse de voir un noir président des États-Unis. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose. Après, je me suis dit... Il a été élu, je me suis posé les questions pourquoi est-ce que Barack Obama a été élu, et je crois que j'ai compris. C'est la crise aujourd'hui aux États-Unis, on sait qu'ils n'ont plus un rond, et comme par hasard, si tu veux, ils élisent un type d'origine africaine. Donc à mon avis, c'est pour avoir l'aide internationale qu'ils ont fait ça, puisque c'est dans l'habitude des dernières choses. J'ai bien peur, hélas, on s'est tous réjouis en France de la victoire de Barack Obama, qu'on soit totalement ridicule, notamment Nicolas Sarkozy, s'il rencontre le président américain et qu'il va faire un jogging par hasard. On n'oublie pas que Barack Obama est d'origine kenyane. Déjà qu'il est particulièrement ridicule à côté de sa femme, je pense que là, ça va être le pompon. Mais bon, Ah oui, il va courir loin devant, vous pensez? oui, là, il va être vraiment à la traîne, quoi. Bah, en tout cas, vous avez vu, le président Sarkozy se félicite de l'élection de Barack Obama Bien sûr, et moi je me suis... Et il dit même presque que Barack Obama a copié son principe, la rupture. Hein. Oui, et c'était un des premiers chefs d'État, sinon le premier, parce que je me suis réveillé, je me suis couché à 1h30, puis réveillé à 5h-5, donc en fait on a eu les résultats sûrs à 5h02-3, et tout de suite, quasiment, mais quelques minutes après, il y a eu le bandeau Sarkozy félicite. Je crois que ça a été le premier chef d'État, sans doute, du monde, à être réveillé la nuit pour féliciter Barack Obama. Marianne? Ce que je trouve très important, c'est que c'est la première fois depuis Jackie Kennedy qu'il n'y a pas une blonde comme présidente, enfin comme première dame. Pour une fois, on a une brune. Monica Lewinsky n'était pas blonde non plus. Mais elle n'était pas première dame, elle était première c'était pareil, suceuse, mais pas première dame. Corinne habite Mérignac, Fabien habite Caen, et ils patientent. Là, ils nous entendent disserter sur l'élection du nouveau président américain. Ils ont peut-être un avis. D'ailleurs aussi, Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Ah, comment vous avez vécu ça à Mérignac? C'était l'effervescence, il paraît, tout le monde était dans la rue à Mérignac. Moi, j'y étais pas, en tout cas. Oui, c'était de l'humour, hein. C'est pas vous qui aviez la cagoule blanche? Non. Faites quoi dans la vie, Corinne? Je suis assistante commerciale dans une salle de vente aux enchères pour automobiles. Ah oui, c'est vrai, j'ignorais ça, mais depuis la première émission de Julien Courbet à laquelle j'ai eu la chance de participer, j'ai appris qu'on vendait aux enchères les automobiles. Ça, Oui. je savais pas qu'on pouvait acheter moins cher les bagnoles dans les ventes aux enchères. Vous occupez de C'est ça? le Ah, il y en a une qui part. Non, je suis toujours là. Non, je parle. On parlait de la voiture. Dis donc, on n'a pas la comprenette rapide à Mérignac. Je parlais du téléphone qui sonnait. Je parlais d'une voiture que vous alliez vendre. Ok, donc on n'insiste pas. Mais non, mais elle était émue de vous Je entendre. suis un peu, exactement. Merci, Caroline. Vous avez un petit message, Corinne, à faire passer aux uns ou aux autres? J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Voilà. Évidemment, depuis fait qu'il est beaucoup rire. président. Les bouées mania sont pleins en France aussi. Fabien, bonjour, vous habitez Caen? Oui, bonjour, excusez-moi, je retire ma cagoule blanche afin de mieux vous entendre, si ça vous Qu'est-ce embête que pas. vous faites, vous, à Caen, Fabien? Voilà, je suis éducateur. Éducateur, vous travaillez Voilà, dans le bonjour à social, tous. en quelque sorte. Bonjour, vous aussi, vous avez Voilà. un petit message à vos amis, à vos élèves, peut-être? Écoutez, à la limite, une petite remarque et puis une question. Donc, la remarque, je vous trouve tous drôles, intelligents, impertinents, spirituels. Bref, Et beau. vous êtes formidables. Et C'est un puis, bon début. ma petite question, c'était est-ce que j'en ai fait assez pour emporter le panier d'Annie? Ah bah, écoutez, il faut voir. Non, pas assez, parce Patientez que un peu. Bon, il va falloir je vais répondre attendre un
un peu. Pour remporter le filet garni à la question et répondre plus vite que les chroniqueurs qui vont On va tenter essayer, de vous griller de vitesse. Si je vous dis qu'on compare beaucoup aujourd'hui Roger Hanna à Craig Robinson dans la presse, pour quelle raison? Parce que c'est Inspector C'est le Navarro aux beau-frère du États-Unis. président. Oui, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Craig Robinson? Il est aussi acteur. Non, il est basketteur, Craig Robinson. Bonne Oui. réponse de Gérard Miller et Jérémy Michalak. Là, ils ont été plus rapides que vous, hein. Eh oui. Oui, bah oui. Bah alors, Corinne, vous ne le saviez pas? Non, non. Ah, ça sonne à nouveau. Alors, Oui, on mais- va la recommencer. Il y a donc une deuxième qui part. Hein. Mais vous êtes toujours là. Vous voyez le... Oui, oui, je suis toujours là. Ah, voilà. Mais combien vous avez de téléphone chez vous? Un seul, mais il sonne toutes les 5 minutes. Mais il sonne à l'intérieur, en fait. Attendez, je comprends pas comment il peut sonner puisque vous êtes en ligne avec nous. Mais parce que c'est le standard qui sonne. Moi, je suis sur une ligne fixe. Ah, vous êtes au bureau. Vous êtes au bureau, là? Ah, Petite Ouais. coquine. Ça marche, c'est moins vous cher. êtes en train de travailler là Et en il y a ce des mecs moment. qui essayent d'acheter des voitures. Voilà. C'est perdu en tout cas, Corinne. Bon, mais tant pis, merci. quand même. C'est perdu aussi, Fabien. Vous voyez, les compliments n'ont pas été suffisants. Eh oui, tant pis. Non, j'avais pas révisé Roger Hanin. Eh ben, il fallait surtout réviser Craig Robinson, Voilà. le frère de Michelle Obama, qui effectivement est un basketteur reconnu aux États-Unis. On vous embrasse l'un et l'autre. Merci. Vous essayerez une Merci. autre fois hein, sur Oui, bien sûr. le site internet. Vous inscrivez ruquier@europe1.fr. Merci à vous deux. Merci. Merci, au revoir. Et c'est le quiz sur l'actu qui continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Allez, d'autres questions sur l'actualité. Bon, sur la première, bravo Gérard, vous connaissiez. C'est pas le nom du basketteur en fait qui vous a aidé, c'est Mais non, Roger c'est Hanna. Hanna, parce évidemment. que lui, il passe sa vie à penser à Mitterrand, alors forcément. Bon, on peut pas dire en même temps qu'on puisse vraiment les comparer à un basketteur et Roger Hanna, c'est pas tout à fait la même Vous avez vu chose. qu'il prend sa retraite, Roger Hanin. Il arrête de jouer dans Navarro et tout ça. Hein. Ah oui? Ouais, Bon, ça bien fait sûr. 20 ans qu'on nous dit ça. Non, Ah, c'est vrai, ils nous l'ont dit cette semaine, ça m'a fait beaucoup de peine pour Ouais, ma moi mère. aussi, ouais. Mais il reste quand même des téléfilms Hanna sur TF1 avec Mimi Mati. C'est curieux, d'Alain, on se souvient pas du tout de sa carrière, on se souvient juste qu'il a fait le flic et qu'il est le beau-frère de Mitterrand, c'est tout. Ouais. On sait plus rien de ce Oh type-là. non, on se souvient d'autre chose. Il était au théâtre, il a joué dans Le Bombeur, c'est ça qui a reboosté Ah sa oui, carrière. Les gens plus âgés. Oh ouais, ça a Comme vachement toi. boosté. Non mais il y a que vous, Gérard Le Miller. bon beurre. C'est quoi le bombeur Ah, le seul téléfilm que Gérard Miller a regardé. Le pas du bombeur. Non mais écoutez, C'est vous quoi vous le rendez bombeur compte des conneries que vous dites, parlez, Gérard? mais pas du tout. Le Le Bombeur. bombeur a lancé sa reboosté carrière. la carrière de Roger Hanna. Mais tu ouais. crois rêver Il a d'entendre fait des coquiller conneries Ça dans la pareilles. s'appelait presse. Au Bombeur, c'était un Je sais, avec célèbre Andrea Ferréol de Jean Dutour. Ça va, Et vous et c'était- moi, on le sait, mais il y a personne en Mais France c'est qui pour se ça que souvient. on est que- en train de parler de la carrière de quelqu'un. Quand on parle de la carrière de quelqu'un, on parle qui a aujourd'hui 80 et quelques années, personne. on parle de son passé. Il a été extrêmement célèbre. À un moment, vous n'étiez sans doute pas encore né. Moi, où j'étais petit, c'était quand il était une sorte d'agent secret de J'avais déjà cogneur, 30 etc. ans. Hein, ouais. Donc, il a une carrière, c'est tout. Effectivement, les Oui, plus jeunes s'en enfin, souviennent pas. citer au bon beurre dans la Exactement. carrière de Roger Alors, Hanna, c'est c'est se comme foutre si de on la parle gueule de de Pas Roger du Hanna. tout. Je me permets de signaler que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, très vite, Hanna a eu ce rôle. Et on a dit, c'est grâce à Mitterrand qu'il l'a, alors que c'était évidemment programmé avant. C'était après-guerre Et quand même c'est- le bombeur. C'est ce qui a relancé sa carrière, c'est tout. Et après, il y a eu tous les Navarro. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit de si On ne exceptionnel. connaît pas le film dont tu parles. C'est comme si on parle de ta carrière et qu'on retient ton spectacle. On s'en fout. Quelle méchanceté. Jean-Marie Blade Robles est énormément cité dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison, Jean-Marie Blade Robles? On va voir si vous avez bossé là un peu quand même. Hein. C'est lié à Obama, C'est du c'est lié à Obama. sport, moi je dis. Oh, c'est pas du sport du tout et Du c'est tout. pas lié à Obama non plus. Alors là, Ah pas non, du parce que ce serait trop Au fastoche. congrès du PS, c'est lié au congrès du PS. Au lieu de faire le malin, Gérard Miller. Non, c'est pas le congrès du PS non plus. Tout le monde s'en fout. Maria. non, parce que sinon Gérard Miller aurait Et répondu. Max Boublil, on ne triche pas. Je vous ai vu. J'ai cru à un moment donné que vous me faisiez de C'est mon l'œil, mais seul moyen d'avoir des infos sur l'actu, c'est de tricher parce que je lis C'est très de la peu la politique, presse en c'est de ce la moment. politique. c'est pas de la politique du tout. C'est pas du sport non plus. Non, c'est ce que Alors j'appellerais. c'est du cinéma, pas non enfin, de plus. l'art. C'est un fait divers, on peut dire ça comme ça. Honte sur vous, Gérard Miller, vous, le Ah là. sodisant intellectuel Oh de là cette là. équipe. C'est la sortie du bombeur, il Oh connaît là pas là grand là chose, là. Gérard. Attendez, donc c'est un Reposez télo la question C'est de la et je vais y littérature. répondre. Jean-Marie Blade Robles C'est scientifique. Marguerite c'est un Yourcenar, scientifique. c'est un rapport. est cité dans toute la presse aujourd'hui. Robles, Il y a- c'est un il y a- écrivain. Robles, il y a pas- c'était- il y a pas un journal. C'est un écrivain. C'est un Robles. écrivain, c'est un animateur de TF1, Robles. C'est un écrivain. Après avoir dit sportif, Ah après oui, oui, avoir- oui, il oui, dit comme oui. si c'était Il a évident. pas eu le prix Médicis ou quelque chose. Bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Non mais Gérard, ne me faites pas croire que vous saviez que c'était un écrivain. Il y a 3 minutes, vous m'avez dit c'est un sportif. Pas du tout. Ah non. J'ai posé la question de savoir s'ils étaient liés à un fait divers, et c'est en effet une forme de fait divers. C'est un prix. C'est un prix C'est la littéraire. place des gens qui ont de la mauvaise foi. absolument. Explique-moi la logique, le cheminement intellectuel. Comment tu passes de prix En littéraire tout à cas, fait pour les divers 50 ans du prix vois pas. Médicis, Jean-Marie Blas de Robles a été récompensé pour son livre Là où les tigres sont chez eux, que vous avez lu forcément, Oui, Gérard. absolument. Je vais vous raconter l'histoire. Alors allez-y. Comment c'est le titre exact? C'est là. Attendez, qu'on ne fasse pas d'erreur. Là où les tigres sont chez eux. Voilà. ça, Donc il y a eu ça part d'un gonfle. malentendu. C'est au début quelqu'un dit mais on dit pas la tigre, on dit le tigre. En fait c'est là, c'est-à-dire l'endroit Bien sûr. où sont les tigres. Bien sûr. C'est une histoire donc d'un explorateur qui a à peu près le look de notre ami Fabrice, qui est donc noir et qui vit en Afrique. Et c'est le seul explorateur noir à ce moment-là, parce que la plupart des explorateurs en Afrique sont blancs. Et à un moment donné, ce type a un avantage Mais sur t'es tous en les train autres, de lui pourrir ses ventes, tu te rends compte le pauvre c'est qu'il sait où crois que c'est sont les fait. tigres. Non, c'est le mec sait où sont les tigres. 765 pages que je vous demanderai de lire pour un prochain vendredi, et vous me direz évidemment ce que vous pensez de ce prix Médicis 2008. Il est aussi d'ailleurs, sachez-le, dans la liste des 4 qui restent en lice avec un C pour le prix Goncourt. Jean-Marie Blas de Robles est donc manifestement un des livres importants de Bah, il cette peut pas rentrée l'avoir. S'il a littéraire. eu ce prix-là, il n'aura pas de nouveau. Quand vous êtes concourable et que vous avez un prix, par exemple, Fournier était aussi sur la liste des Je suis Goncourt. pas sûr. Ah bah si, on peut pas avoir et le Fémina, par je suis exemple, pas sûr. et le Goncourt. Bah, peut-être le Féminin et le Goncourt, mais le Médicis et le Goncourt, je suis pas certain que ce soit impossible d'avoir les deux, Gérard. Mais vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Par exemple, moi j'ai eu le certainement. brevet, ils ont pas voulu me donner le bac. Les salauds. Vous connaissiez Jean-Marie Blas de Robles? Oui, bah, j'ai pas mal lu Jean-Marie. Le dernier m'a déçu par rapport aux autres. Je trouve qu'il est, il est moins au niveau. C'est son premier livre. Il est. Ah, Non, c'est pas vrai. Non. Il y en a eu d'autres avant, mais hélas, on ne les a pas lus. Mais son dernier roman s'appelait Le Rituel des Dunes et était paru au Seuil en 89. Comme quoi, il écrit quand même pas si souvent que ça. Non, c'est-à-dire qu'il fait un livre grosso modo, moi je dirais grosso modo tous les 20 ans, vous voyez, à peu près. Hein, mais je dis ça de pif. Oui, mais il fait des gros livres aussi. Oui. Il a travaillé dans les centres culturels au Brésil, en Chine, fait de l'archéologie sous-marine en Libye. Oui. Et vous pourrez faire connaissance avec lui en allant directement sur son site internet www.blasderobles.com. Ouais. On est compte un peu. Même les écrivains maintenant ont leur propre site internet. Vous avez le vôtre, Gérard? Non. Non. Je n'ai pas encore mon site, je pense à le faire, mais pour l'instant il y a un site de mes fans, donc c'est très bien, ça suffit pour avoir toutes les infos qu'on veut sur moi. Oui, moi j'ai des fans, j'ai un groupe de fans. Alors en tout cas, il avait déjà eu 2 prix pour ce même livre, Oui. pour Là où les tigres sont chez eux. Il a Il eu est sorti quand? le prix Giono et le prix Fnac. Vous voyez? Alors manifestement, c'est un bon livre. Enfin, je comprends pas que sur 6 personnes, 6 chroniqueurs autour de la table, il n'y en ait pas un qui l'ait lu. On a Moi c'est son trouvé prénom. très vite. Ce prénom-là, je n'arrive pas quoi. J'ai du mal avec les Jean-Marie. Et Jean-Marie, j'ai un blocage systématique, je n'arrive pas quoi. C'est vraiment, je peux pas lire ça. Max Boublil, puisque vous êtes nouveau dans l'équipe aujourd'hui, Oui. sachez que vous avez le choix entre 4 chansons. C'est vous qui choisissez la programmation aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression d'être important, ça me fait plaisir. Maxime Le Forest, c'était pour ça que je vous donnais cette possibilité. On n'a jamais eu, nous, le droit de choisir. Non, jamais. Bah, vous n'avez jamais été nouvelle non plus. J'attends qu'il te donne la liste. Hein. Vous avez le choix Ouais, j'ai entre Mireille sorti, il y Mathieu. avait du jeune. Alors vous avez le choix entre Maxime Le Forestier, le groupe, alors je sais pas comment on dit, Morshiba Morshiba. ou Hugh Coltman. C'est une découverte Europe 1. Ah bah je vais choisir, puisque je suis jeune et que j'aime les trucs un peu nouveaux, je vais choisir Maxime Le Forestier. Grancel, le dernier extrait de son album Restons amants. On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Max Boublil, Caroline Diamant, Fabrice Eboué et Jérémy Joujou Michalak, Gérard Miller et Marianne Sergent. Une question énigmatique maintenant, mais que vous allez évidemment résoudre, j'en suis sûr. Ces 2 hommes ne partagent pas la même poule et ils en sont Attention Laurent, je suis particulièrement obligé de heureux. dénoncer le jeune homme qui triche régulièrement maintenant, qui tente de voir les... C'est plus fort que moi, j'arrive pas à me retenir. C'est comme au bahut. j'ai C'est fait dingue, si je vous aurais pas mis comme ça là à côté de moi. Pardon. Non mais je vous jure, je vais regarder ailleurs. Ces 2 hommes ne partagent pas la même poule et ils en sont particulièrement heureux. De qui s'agit-il? Ok, poule, c'est une allégorie pour parler d'une femme ou pas? C'est du rugby, c'est du rugby. C'est Mais cool. non, c'est de son gars Simon, voyons. C'est pour le Masters de Shanghai, allez. Faut avancer maintenant. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Non mais j'aurais.
avec Fabrice, écoute. Il a raison, voilà, quand on sait, on Voilà. répond. Bah oui, mais bon, C'est pas comme vous avec le prix Médicis, Miller, vous voyez. C'est quoi cette histoire de poule? J'ai rien compris, moi. À expliquer, Fabrice. Le Masters, habituellement au tennis, tu as des tableaux classiques où dès que tu perds un match, tu es éliminé forcément. C'est par élimination directe. Le Masters, comme c'est les 8 meilleurs mondiaux qui sont qualifiés uniquement, c'est un système de poules. Donc il y a plusieurs poules avec 3 joueurs, je crois, ou 2-3 joueurs par. C'est des groupes, en fait. 4 Oui, joueurs par poule. Ouais, tout simplement 2 poules. Et les 2 meilleurs des poules participent ensuite aux demi-finales. Et alors, pauvre petite bête. évidemment, nos 2 Français avaient un peu peur. Ça aurait été dommage pour eux de se retrouver dans la Bien même sûr. poule parce que ils Atroce. se seraient éliminés, alors que là, ils ont une chance éventuellement tous les deux d'être en, Ben voilà. Et puis en si tu te retrouves demi-finale. dans la même poule, il y a toujours des risques de MST, donc faut éviter quoi. Et puis alors attention, Tsonga a un parcours plus simple manifestement que Gilles Simon. Il a eu moins de chance que l'autre parce que sa poule à lui est plus difficile que celle de Tsonga. Remarquez, vous êtes peut-être capable de me donner les noms des tennismen qui sont au Masters. Peut-être Alors, capable. Vas-y, Mais il n'y a pas Caroline. Nadal et il n'y a pas Federer parce que. si, il y a Federer. Si, il y a Ah, Federer. alors il n'y a que Nadal qui Et a des. Simon va affronter Federer. Simon est dans la poule de Federer. Il y a Djokovic. Djokovic. Non, alors Djokovic, il est dans la poule de... Oui, mais il est au Master. Ouais, mais il est dans la Tsonga. poule de Tsonga, lui. Alors, je vais vous dire, quand même, Murray et Roddick sont avec Federer Roddick, voilà. dans le groupe de Simon, Gilles Simon, et Davydenko, Del Potro et Djokovic dans le groupe de Tsonga. Voilà pourquoi on dit que c'est un peu plus facile pour Tsonga, parce que c'est vrai qu'à part Djokovic, qu'il a déjà battu en plus, les autres sont à sa portée, alors que quand même Roddick, Murray et Federer pour Gilles Simon, ça risque d'être un peu plus difficile. Le premier match sera dimanche à 16h, 9h, heure de Paris, si vous voulez vous lever dimanche matin pour voir le match qui opposera Davydenko à Tsonga. Ce serait génial si en plus on avait un autre joueur de tennis, Black, qui remportait les Masters quand même. Non, bah, c'est vrai. Il n'y a pu y en avoir que pour eux. C'est l'année des incroyable. métis, ça. Moi, je préférais que ça soit un blanc, qu'il y ait un peu d'équilibre, quand même, franchement. Dites donc quand même depuis le temps, franchement. Mais c'est vrai. Puis je vous signale qu'en tennis, ce serait pas la première fois quand même. On a notre Yannick Noah national qui ouais. reste numéro 1. D'ailleurs, je me dis que c'est parce que on l'a raconté hier, c'est la première fois depuis 1986 au Masters à New York. On a deux Français qui sont dans les Masters. La dernière fois, c'était Yannick Noah et Henri Lecomte. Et je me suis dit, tiens, alors, est-ce que eux auront le même parcours, Gilles Simon et Tsonga, que Noah et Lecomte? pas. Ça veut dire qu'il y en a un qui va se mettre à la chanson? Ouais, c'est ça. C'est pas ça, parce que je me dis quand même, là j'ai réalisé, je me dis tiens mais Noah quand même aujourd'hui quand on le voit en photo et tout, il est resté quand même le mec super balèze, super enfant. Les Noirs vieillissent mieux que les Blancs, parce que quand tu vois Henri Lecomte, ouais, c'est sûr que ça fait peur quand même, Et non? en fait, De là à faire une généralité. Non, c'est exact. McCain, qu'on a présenté comme ayant 72 ans, en a 42. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'il a très très mal vieilli, quoi. Allez, une toute autre question si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pourrez faire désormais avant de prendre un avion avec la compagnie Air France KLM? Quelque chose qu'on n'a jamais fait avant? Qu'on pouvait pas faire aussi facilement. qu'on va faire dans l'aéroport. On pourra prendre une bouteille d'eau. Non, ce sera pas dans l'aéroport, vous pourrez faire ça chez vous avant de prendre l'avion. Si on voyait les bagages avant. Non. On non, pourra fumer des clopes chez soi puisqu'on peut plus dans l'avion. non, ça, il y a longtemps qu'on peut plus fumer dans l'avion. Poser des questions qui font avancer. Est-ce que c'est quelque chose qui permet, par exemple, d'enregistrer ou d'aller plus vite une fois arrivé à l'aéroport? Est-ce Non. que ça accélère le C'est pas les processus? boîtes de Est-ce nuit que dans ça- l'avion? C'est ça avec David Guetta qui mixe? Oui. Non, ce ne sont pas les boîtes de nuit dans l'avion. Merci, Est-ce que ça a Laurent un Ruquier. rapport avec les lits? que vous parliez au vieux Gérard. même si ça pourrait aider à un rapprochement. Ça genre- permet de c'est des trucs de savoir rencontre, à côté de qui on est assis dans Voilà. l'avion, Oui. avoir une petite idée. C'est comme Facebook. Les places seront déjà attribuées. Non, et on peut même dialoguer avec les gens avec qui on serait assis à côté. Quelque chose Ah, comme on ça. crée une S'ils ont donné, communauté, ça, c'est pas s'ils ont con. donné leur email, on peut savoir par exemple on peut parler avec le B2 à côté de qui on serait On assis. peut lui quelque chose demander comme si ça. c'est un terroriste, s'il a l'intention de faire sauter l'avion. tout On met ça. des fiches Ah, Laurent, avant, c'est la bonne avant, on met réponse. des fiches sur internet avant et comme ça on choisit sa place selon la proximité de la Exactement. personne. C'est une bonne réponse de Max Boublil. Ou alors, franchement. Alors là, il y en a vraiment. Moi, j'ai dit Facebook, c'est exactement il y Facebook. a une contestation. Là. C'est vraiment Il y a Facebook. encore une tricherie qui est manifeste, qui est en face de moi, donc moi je vais être obligé d'arrêter cette émission. Je veux dire, il y a plus de. Et bah tu sais quoi, j'ai pas triché, c'était j'aurais pu parce que j'avais le papier devant moi et j'ai choisi de regarder ailleurs. Attendez, comment ça fonctionne? Je comprends pas. moi, Oui, en fait. moi non plus. C'est Facebook, c'est pas compliqué. Vous savez faites quoi votre fiche. On va demander à Frédéric Babu, qui est responsable marketing d'Air France. Bonjour, monsieur Babu. Oui, bonjour. Alors, le site internet en question s'appelle bluenity.com. Ça veut dire quoi, Bluenity? C'est la communauté des gens qui voyagent dans le ciel, donc avec du bleu. La ligne est très mauvaise, hein. On voit bien que c'est Air France qui l'a préparé. Je suis le seul à être ému par la présence de monsieur. Vous appelez monsieur Babu? Eh oui.
Vous savez quand même que sur cette chaîne Europe 1, oui. il y a eu à un moment donné Un une célèbre célèbre émission tabou. qui est signée Furax avec Pierre Dac et Exactement. Francis Blanche. Oula. Et le grand dirigeant de l'organisation secrète de l'époque, c'était le grand Stéphane Babu. C'était le grand Babu. Et ne dites pas la suite parce que ça m'a valu quand j'étais petit et même toujours quelques colibés. Et oui, parce qu'il y avait une chanson que je vais donc vous chanter. Non, s'il Tout vous le plaît. monde y pue, il sent l'autre Cologne. Tout le monde y pue, il sent, Le cul. je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a que le grand Babu qui sent l'autre Cologne. Parlez bien dans le téléphone, on vous entend pas si bien que ça. Faites un test là, monsieur. Tout le monde attachait sa ceinture. Ah, c'est mieux. Voilà. Allez. Ah, Est-ce là, que, ça, vous, c'est est-ce que moi vous que oui. pouvez faire babu comme ça? C'est vrai. Expliquez-nous donc comment ça va se passer exactement ce site internet qui est gratuit et accessible. Enfin, quand vous dites accessible à tous, accessible à ceux qui veulent prendre l'avion de toute façon, parce qu'autrement ça n'a aucun intérêt. C'est à ceux qui veulent prendre l'avion, mais aussi à ceux qui veulent aussi découvrir les bons plans de restaurants, d'hôtels, de magasins dans n'importe quelle ville du monde, que vous preniez ou pas l'avion d'ailleurs. Ah oui. Donc c'est pour ça. Ça s'adresse aussi bien aux voyageurs qui vont prendre Air France ou KLM, mais à ceux qui se déplacent d'une ville à l'autre ou même dans leur propre ville pour découvrir les bons plans qu'ont pu déposer les personnels d'Air France et de KLM et bien sûr tous les clients qui voudront aller sur ce site. Alors prenons concrètement un exemple. Hein. Je réserve une place sur un avion, sur une ligne intérieure et internationale. Toutes les lignes. Toutes les lignes. destinations d'Air Ok. France. Donc je réserve une place, je remplis une fiche, c'est ça où je dis à peu près quels sont mes hobbies, quel âge j'ai. Je mets une photo ou pas? C'est à votre choix. Vous mettez la photo de votre choix qui répond à certains critères parce que pour pas afficher des horreurs. Donc ce sera modéré. Donc vous mettez votre photo, votre profil. pas de photo loisir nue, Laurent, ou tu vois. affaires. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut pas foutre une photo à poil, genre. Non. Parce que lui, c'est les Vous stewards pouvez qui essayer, l'intéressent mais plus, elle sera tirée. Ah, attention, vois. Excusez-moi. Ah, les blagues homophobes, pas aujourd'hui parce que je crois que Max Boublil. Oui, tout à Est fait. Je suis... homosexuel. mais Si vous avez des problèmes avec votre physique, vous pouvez toujours déposer votre profil loisir ou affaires et là intéresser d'autres gens. Ceux qui aiment les moches. Mais on a les noms des autres passagers, donc. Non, pas les noms. Donc, alors, vous pourrez, à partir du moment où vous déposez votre profil, Ouais. vous décidez d'être visible pour les autres passagers. Si On vous peut prendre une décidez, photo bien de sûr, face aussi, il n'y a pas de problème. de face, voilà. Et donc, une fois que vous avez- J'ai fait rire Babu, c'est déjà ça. il était tout excité, Babu. une fois que vous avez déposé votre profil et que vous avez décidé de visible dans l'avion, donc les autres personnes qui ont fait le même processus pourront vous voir. Mais par exemple, il y en a qui vont se retrouver avec personne qui veut être à côté d'eux. Par exemple, Ah, Gérard, c'est possible. s'il prend l'avion. Il va On avoir pourra 3 pas sièges, choisir Gérard. qui est à côté, mais vous devrez savoir qui est sur le vol. Et avant le voyage, vous pourrez lui envoyer un email en disant, dans le site, en disant, on peut partager un taxi à l'arrivée. Ah ouais. Ah ouais. Mais Quand attendez, j'arrive à Tokyo ou à Marseille, comme on s'est parlé avant le vol, ça casse un petit peu la glace mais tu peux- avant de voyager. On peut, Ah ouais. on peut avoir des mauvaises surprises quand même. Par exemple, si vous voyez la photo du visage de Caroline, vous dites je vais me mettre à côté d'elle, mais vous pouvez pas imaginer qu'elle prend 3 sièges en fait. C'est une bonne idée, non? Ah Qu'est-ce que vous oui, en c'est pensez? bien. Mais attendez, non, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée, mais attendez, c'est super dangereux. Pourquoi En tout cas, Je croyais que c'était ultra confidentiel de savoir le nom des passagers qui vont prendre un avion. Comment est-ce qu'on peut mettre sa photo et donner les heures où on va voler? Je comprends pas le principe. C'est donné uniquement aux gens qui vont voyager sur le même Mais avion. même, Il faut être déjà visible soi-même sur le site, sinon vous pourrez pas voir quels sont les. C'est du donnant-donnant. Pour voir les autres, il faut pouvoir être vu. mais si je fais une réservation. Alors non, il faut avoir payé son billet aussi. Ah, d'accord, parce que j'allais dire, Quand je peux même. faire une réservation, puis après je peux l'annuler, puis je peux regarder, Non, puis faire sauter tout l'avion. ça a été évoqué, donc il faut avoir payé son billet, il faut être sûr de voyager, mais dans la plus grande probabilité. Et une fois que Soyez pas de la voyage est famille, démarré. soyez pas de la famille de Monsieur Chivardi, vous. Le cousin. Bon, en tout cas, je pense quand même que ça peut intéresser les génial. voyageurs. En fait, c'est pour gagner de l'oseille sur les taxis, quoi. C'est ça. C'est pas pour faire des Non, rencontres. ça ou- peut être Non, aussi. peut-être que les gens prendront plus le taxi parce qu'ils se grouperont entre eux et puis ils prenaient pas le taxi avant, ils le prendront, donc c'est aussi pour les taxis. C'est sympa de savoir si dans l'avion, sûr. je sais pas, va y avoir, Laurent Ruquier. ouais, ou quelqu'un, s'ils qui veulent veut, dire, je sais oui. pas moi, bon, c'est pas des plans drague, soyons clairs. Le voyage, ça a toujours été propice aux rencontres. C'est vrai. Quand on Hein, voyage, Laurent quand on voyage, Laurent, on se quand le on cache pas. voyage, c'est pour découvrir des gens, c'est pour Hein, partager Laurent des Encore choses. en train ce week-end, je dois dire. On a des grands voyageurs autour de la table. Ah non, mais c'est-à-dire que Laurent, c'était vous? Laurent, il exagère comme il est en recherche. Alors chaque fois qu'il prend même le métro, il met un truc sur je prendrai telle rame de métro, je changerai à Châtelet à 17h23. Petites annonces dans l'IB, Ah oui, c'est incroyable. Laurent, on sait chacun de vos déplacements, donc c'est normal que vous fassiez des rencontres dans le Ce qui est train. bien, c'est que ce sera plus pratique pour les terroristes. Ils pourront vraiment cibler les gens qui ont envie de zigouiller, quoi. Bah, exactement, je suis d'accord. Enfin, Ah, vous non. répondez quoi à ça? Bah,
Je pense que si les terroristes veulent faire des choses pas propres dans les avions, dans les trains, ils ont bien d'autres moyens et bien plus discrets parce que là, ce sera. Alors lesquels par exemple? Donnez-nous des conseils. En tout cas, vous avez bien fait de préciser que le site d'Air France disposera d'un service de modération avant la publication des annonces et la mise en ligne des profils des clients afin de ne pas transformer le premier réseau social de voyageurs aériens en site de rencontres amoureuses. Il ne faut pas que ça devienne... Attendez, il y a que les stewards et que les hôtesses de l'air qui ont le droit de baiser, alors. Autrement, il fallait appeler ça s'envoyerenlair.com, vous voyez. Non, ça s'appelle bluenity.com. C'est pour pour rencontrer, pour partager aussi bien pour des loisirs que pour des rencontres aussi professionnelles. Tous les gens qui se déplacent sur un Alors on devra se contenter des trous d'air, faudra attendre pour le reste. Bon, ça se veut ludique. Vous pourrez définir ce qu'on appelle votre trip attitude. Donc il y aura à peu près une trentaine de profils. C'est quoi ça, trip attitude? On sert des tripes maintenant à bord des avions? Ce serait bien, remarquer, ce serait meilleur que ce qu'on bouffe généralement. Hein. On peut y aller par groupe, genre par exemple les gens qui aiment le libertinage ou des trucs comme ça. Les SM à l'avant, les partouzeurs à l'arrière. Chacun c'est France KLM, c'est pas France DSK. Votre profil constituera d'abord si vous aimez courir, ce que vous aimez lire, quelle radio vous écoutez, donc on s'en tient là. Quelle radio vous écoutez? Enfin, alors là, franchement, est-ce que cette question est utile? Si je vous posais la question, vous-même, monsieur Babu, quelle radio vous écoutez? La vôtre et celle de vos C'est laquelle la nôtre? C'est laquelle? Le grand Babu des années 60. Gérard, pour terminer, une dernière fois, la petite chanson sur Babu. Voilà, alors la petite chanson sur Babu, c'est celle-ci, c'est tout parce le que ça monde lui est revenu, parce qu'il a un peu Alzheimer à son âge, Gérard. Non, c'est tout le monde il pue. Il sent la charogne, il y a que le grand Babu qui sent l'eau de Cologne. C'était la chanson sur Europe 1, qui est bien sûr la seule radio que vous écoutez, monsieur. Eh bien, évidemment. Bon, on va créer une communauté dans Bluenity pour les Babu fans. C'est chouette quand même. Il va y avoir des avions vides. C'est chouette quand même d'avoir dans notre équipe un chroniqueur de l'âge de Pierre Tchernia. Absolument, j'assume. Pour avoir les enfants de la radio. On vous remercie, monsieur Babu. Bonne journée à tous. Et c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. On va se gêner toujours avec Max Boublil, Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Caroline Diamant. Si je vous dis que les familles Gutknecht de Bischwiller dans le Bas-Rhin sont particulièrement heureuses depuis quelques jours. Pour quelle raison? Ils vont changer de nom? Non. Ça pourrait les rendre heureux. Ils ont gagné quelque chose? Ça me dit quelque chose ce nom, figurez-vous. Ah oui. Bucknecht. Ah, mais je sais pourquoi. C'est qu'ils ont effectivement un rapport avec Obama. On s'est aperçu qu'Obama avait un certain nombre d'ancêtres en France et donc ils doivent être cousins par alliance avec cette famille-là. C'est vrai. Bravo, parmi les ancêtres de Barack Obama. Il y a des Alsaciens. Des Alsaciens, les familles Gutknecht, fabricants de tabac à Bischwiller. Enfin, je sais pas s'ils sont toujours fabricants de tabac, parce que je vous parle de ça, c'était en 1749. Le temps de faire faillite. Et à l'époque, les fabricants de tabac, c'est pas comme les buralistes d'aujourd'hui. Ils gagnaient de l'argent. En tout cas, ils avaient émigré pour Philadelphie en 1749. Et les parents d'Obama travaillaient dans leur champ de tabac et de coton, en fait. Et Gutknecht est devenu, en américain, Good Night, puis Good Night, bonne nuit. Oui, vous vous rendez compte un peu, hein? Mais sauf qu'il y a sûrement encore des Gutknecht dans le Bas-Rhin qui sont donc des cousins directs de monsieur Barack Allez, Obama. on avance, Fabrice, on connaît la réponse, c'est pas la peine de traîner. Il n'y a pas que les Gutknecht, hein. Il y a une autre famille, les familles. Alors ils sont peut-être encore plus nombreux, les Brasseurs dans la région de Carpentras, qui eux aussi seraient par alliance. Arrête de nous faire rêver, Laurent. Brasseurs à Carpentras. Oui, il y a des brasseurs à Carpentras. Et au fait, au tout départ, le premier ancêtre d'Obama, c'est un type qui s'appellerait Marin Duval, un huguenot nantais qui avait fui les persécutions religieuses au XVIIe siècle et s'était réfugié en Angleterre d'abord, puis ensuite dans le Maryland, aux États-Unis, où il a épousé une Suzanne Brasseur. Vous vous rendez compte un peu tout ce qu'on apprend quand même. Alors, comme il a que des ancêtres blancs, la couleur est arrivée quand chez Obama? C'est ça qui est amusant. Ah, ça c'est vrai, vous avez raison, c'est une bonne question. Et après l'ORTF, normalement, ça arrivé un peu après. Si on appelait des Gutknecht dans le Bas-Rhin. Écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de parler à monsieur et madame. Mais non, mais on pourrait leur demander s'ils ont des nouvelles de leurs cousins, ça serait Bien rigolo. Ah ouais. On a préparé une liste de Gutknecht dans le Bas-Rhin. On va voir comment ils réagissent. Est-ce que quelqu'un parle allemand autour de la table, déjà? Attends, mais ils On parlent parle pas allemand en allemand. Alsace. Ah, ça sonne. Oui, Oui, bonjour madame. oui.
Oui. Je suis bien chez Madame Gutknecht. Le oui, il est bon. Oui, Oui. vous êtes chez Madame Gutknecht. Excusez-moi de vous déranger, ça va prendre 2-3 minutes seulement. Oui. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de Barack Obama, qui serait un de vos cousins par alliance. C'est la meilleure que vous me racontez. Je suppose que c'est ma famille qui veut me faire une blague. Hein. C'est pas une blague, Mme Gutknecht? Non. Moi, j'entends quelqu'un qui parle à côté. Ah mais oui, parce que vous êtes, on est plusieurs. On est plusieurs parce que vous êtes sur Europe 1, la radio Europe 1, et dans la presse aujourd'hui, dans le Parisien. C'est Laurent Ruquier, hein. Dans le Parisien aujourd'hui en France, on nous explique que un des ancêtres de Barack Obama était Je crois Christian. qu'elle a raccroché, laisse tomber. Je crois que tu perds ton temps. Non, elle n'a pas raccroché. Écoutez, maintenant je sais qui va me jouer cette blague. Non, c'est pas la blague, madame. C'est Laurent Ruquier, madame, sur Europe 1. C'est pas une blague. C'est pas une blague du tout. Vous connaissez Laurent Ruquier, c'est pas sûr. Non, je connais pas du tout. Et en plus, il n'y a pas de nègre parmi mes ancêtres. Hein. On est tombé chez une copine. Comment ça? Non. Là, vous me faites vraiment une blague. Madame, vous vous rappelez votre grand-mère avec fauté avec votre homme de ménage, vous le savez? Oui. Ça a été caché pendant toute votre famille. Non, mais madame, je vous jure, c'est écrit dans le Parisien aujourd'hui. Un de vos ancêtres, Christian Gutknecht, fabricant de tabac à Bischwiller, dans le département du Bas-Rhin, a émigré pour Philadelphie en 1749. Et les généalogistes disent donc que Monsieur Obama descend de la famille Gutknecht du Bas-Rhin. Ah bon? Alors voilà, vous l'ignoriez? Et puis, vous savez peut-être que depuis un certain temps, on ne dit plus pour les gens qui ont une couleur légèrement différente de la vôtre, on ne dit plus cette horrible expression de nègre. Ça ne se Même dit si plus. vous restez des Ariens de pure souche, y a pas de souci, madame. On voudrait pas vous insulter. C'est hein. légèrement choquant, vous voyez. Non, qu'on est Suisse. Et depuis quand les Suisses, ils ont quelque chose à voir avec les Blancs. Mais madame, c'est incroyable. Hein. Vous n'êtes pas heureuse qu'un homme noir soit élu président des États-Unis? Non, du tout. Hein. Non, mais madame, il faut que vous achetiez aujourd'hui le journal aujourd'hui parce que vous n'avez pas le Parisien dans votre patelin. Donc, il faut que vous achetiez aujourd'hui et vous verrez que vous êtes vraiment de la même famille de Barack Obama. Ça va vous faire vraiment un petit swing intérieur. Ça fait peur, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre. On va tenter une autre Gutknecht en Alsace. C'est quelque chose. Ils ont déjà appris que Jörgader était pédé il y a quelques semaines. Je vais dire, C'est la grande désillusion. Allô? Allô? Oui, bonjour madame Jeanne-Marie Gutknecht. Non, je suis sa maman, juste un instant. Ah bah, ou vous madame, peu importe, vous êtes madame Gutknecht mère. Oui. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Et dans le Parisien aujourd'hui, on nous apprend que parmi les ancêtres de Barack Obama figure un Gutknecht, Christian Gutknecht, fabricant de tabac dans le Bas-Rhin, qui avait émigré pour Philadelphie en 1749. Est-ce que vous saviez que Barack Obama était un de vos cousins par alliance? Non, je ne savais pas. Ah, ça vous fait plaisir? Oui, hier soir, quand je l'ai entendu aux infos, oui, je dis, il y avait encore ma fille à côté de moi. Et donc, vous êtes de la famille de Barack Obama. Est-ce que vous parlez un peu américain, anglais? Non, moi je suis une Alsacienne. Oui. Bon, enfin, on enseigne aussi l'anglais en Alsace, quand même. Non. Non, ah bon, d'accord, ok. Est-ce que ça vous fait plaisir, Jeanne-Marie? Bon, écoutez, je vous la passe, Jeanne-Marie. Hein. Ah, merci. Oui, écoutez, non, elle veut pas vous parler. Pourquoi il veut pas? Elle dit c'est des blagues. Non, c'est des blagues. Des blagues. Mme Gutknecht, on note en tout cas que vous êtes heureuse de savoir que vous faites partie de la famille de Barack Obama. Oui. Eh ben voilà. Vive Barack Obama. Oui. On vous remercie madame, pardon de vous avoir dérangé. De rien, au revoir. Non mais on n'a pas eu de chance, Gérard, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Oui, non mais moi je ne suis pas convaincu qu'il faille laisser passer de tels propos, même ensuite pour les critiquer à l'antenne. Si, faut pas montrer que c'est... Bah non, mais c'est pourquoi, quelqu'un, pourquoi? Mais parce que c'est tout le problème de ces coups de téléphone qu'on donne de plus en plus dans les radios. Dans la plupart des cas, évidemment, les gens sont éminemment sympathiques et par moments, on tombe effectivement sur des gens dont les propos ne peuvent pas devenir publics. C'est-à-dire, vous êtes parce que dans une démocratie, évidemment, on va pas empêcher les gens de dire un certain nombre de propos dans le privé.
ça serait la moindre des choses qu'ils pensent comme ils veulent, mais en public, à partir du moment où vous tendez un micro, il y a une responsabilité collective. Non, mais elle est ridicule, tu vois bien qu'avec les propos qu'on a tenus, elle est ridicule. Non, mais je suis D'autant plus d'accord. que c'est important d'avoir des propos comme ça pour en faire des blagues, justement, sinon notre métier n'a plus raison d'être. Non, mais que ces propos existent et qu'on les moque sur scène, je suis pas convaincu. Moi, j'ai toujours été choqué, pas d'ailleurs par Europe 1, mais justement par d'autres radios que je ne citerai pas, où à un moment donné, dans les moments de tension dans ce pays, les gens déversaient des propos infâmes, Ouais, mais racistes, Radio Courtoisie, antisémites. c'est pas une radio comique, ils Non, le non, pensent non, je vraiment, parle attention. pas forcément Radio Courtoisie, même des radios qui étaient très importantes. Et on disait, oui, mais il faut écouter ce propos, puisque ça existe, donc il faut donner un écho public à ces propos. Moi, je ne le crois pas. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que la dame disait qu'on n'apprenait pas l'anglais parce qu'on était en Alsace. Et moi, mes grands-parents étaient alsaciens. Une partie de ma famille était alsacienne. Et ma grand-mère maternelle avait dit à maman qu'il fallait absolument apprendre l'allemand parce qu'il faut connaître la langue de son ennemi. Et donc, il s'est resté très longtemps en Alsace que les Allemands, c'était l'ennemi principal et pas du tout Vous faites bien de le souligner, et je sais que par avance, on aura des tas de mails C'est sûr. d'Alsaciens demain sur Europe 1 qui nous diront sûr. on n'est absolument pas comme ça. Et, Ah oui, mais c'est pas... Évidemment, mais voilà, évidemment. on est tombé au Mais c'est sûrement hasard. une dame un petit peu âgée qui était un peu d'une autre époque. Et, Mais et- pourquoi Non, mais attendez, Mais qu'est-ce Mais que je crois t'as qu'elle contre les gens tenait âgés déjà le bureau de tabac en 1780. Allez, une autre question avant le flash de 17h. Qui a réussi pour la 39e fois hier quelque chose d'assez difficile? C'est par rapport à Lyon, C'est par rapport à Lyon, qualification dans le tableau final. 39e but de Juninho, j'ai envie de dire. plus précisément. Oh, 39e but de... 39e but, 39e fois Sur un qu'il coup franc, marque. sur un coup franc. Non, non. 39e but sur coup franc Ah ouais. de Juninho. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Non mais, t'as rien à faire dans la vie à part regarder le foot, Fabrice. Ah non, mais les coups francs du Brésilien de Lyon sont quand même admirables. On Marquent sait à qu'à chaque fois, ouais. tout moment, il peut effectivement faire gagner son Bah ouais, équipe je les ai comptés jusqu'à 37 et après j'ai perdu le compte. sur coup de pied arrêté. Et là, on ne compte que les coups francs depuis qu'il est à Lyon. Hein, attention. Hein. Bon, il y est depuis un petit moment déjà, mais quand même 39 buts marqués sur coup franc depuis son arrivée à Lyon l'été 2001. C'est quand même puis c'est un bel exercice le moment du coup franc dans un match. C'est le plus facile. Comment ça, c'est le plus facile? Bah oui, t'as personne. Mais non, ça, il y a un c'est le mur penalty, déjà. C'est le Bah, il y a un penalty. mur, un mur Ok. de bas qui se protège les couilles. Le penalty, je crois que vous confondez le Ouais, penalty bien et le coup franc. Vous. Ok, c'est quoi la Mais non, différence c'est un coup de Je vous pied arrêté, explique le le coup coup de franc. franc. Il y a les joueurs. Pas le coup de franc, Gérard. Le coup franc, les joueurs adverses se mettent en face de vous en mur. Ils ont même droit de sauter au moment où vous tirez. Et vous devez franchir ce mur pour marquer. Moi, je le sais. Oh, les gonzesses, quand ça parle de foot, c'est insupportable. Puis attention, pas de propos homophobes sur Gérard Miller, parce que Max Boublil représente un comité qui défend... Ouais, je représente pas en fait. Moi j'ai participé je fais partie du jury qui lit les scénarios d'un concours de scénarios sur l'homophobie qui est parrainé par Canal+. C'est l'occasion un petit peu d'en parler parce que c'est vrai que le sujet est un peu sensible. Il y a quand même 2 suicides de jeunes homos par jour. Et avec Cartouche, avec Laurent Veil, avec Tom Novembre... Cartouche pour les suicides, c'est moyen. Ah oui, c'est vrai. Mais il s'appelle Cartouche, c'est pas ma faute, c'est votre collègue comédien et humoriste Virginie Efira. Vous avez Laurent Veil. décidé dans un jury de retenir quelques scénarios. Il y en a 30 scénarios, c'est ça? En fait, je crois qu'on va enfin, c'est pas moi qui vais les réaliser, mais il y en aura 4 qui seront réalisés. Et voilà, c'est un appel à écriture et à réalisation par des jeunes réalisateurs et voilà, auteurs. Et c'est pour une bonne cause, donc je trouvais ça assez cool, quoi. Bon, bah parfait. Voilà, membre du jury en partenariat avec Je sais plus Canal+. quoi faire pour vendre des places de spectacle. Ouais, je savais pas que vous étiez Si je homo. peux attirer les homos dans les salles, c'est pas mal non plus. Hein. Dans les salles obscures. Et même, tiens, la communauté noire par Fabrice Eboué, d'ailleurs. L'Institut Je national vais de faire ça, je vais prévention faire copain avec toi. et d'éducation pour la santé, c'est l'INPES qui Voilà. en fait organise avec le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative ce concours de scénarii, puisqu'on doit dire scénarii et non pas scénario quand Ouais. c'est au pluriel. Et Finalement, c'est sous l'égide de monsieur Bernard Laporte. Non, en fait, c'est. Bah si, la jeunesse et les sports. C'est Téchinet qui choisit aussi. Oui, mais il avec n'est pas nous. ministre, On va Téchinet. pas parler trop du ministre et tout ça. Ouais, en fait, c'est sous l'égide de Roselyne Bachelot. Roselyne! Oh. Mais pourquoi cette ségrégation? Non, c'est justement pour C'est parler une de cause, l'homophobie. tu vois, Marianne, on C'est une défend cause. Marianne, elle cause-là. comprend une fois sur deux ce qu'on raconte autour de la table. Mais non, faut mais quand je même vois le pas dire. l'intérêt systématiquement de séparer les gens entre blancs et noirs, entre mâles et femelles, entre PD et pas PD. Je vois. Ben, justement, c'est pour pas les séparer. Oui, c'est pour pas les séparer. C'est- Mais non, ça c'est par m'amuse exemple, quand toujours tu fais un cette truc réaction, contre le Marianne. concert, Ça c'est- m'amuse cette réaction parce que voilà une cause.
parmi d'autres, et une cause particulièrement nécessaire. Il y a toujours des gens qui disent mais à quoi bon ces causes? N'empêche que c'est en faisant des causes comme ça qu'un jour on finit par avoir un noir élu aux États-Unis. C'est justement parce qu'il y a une multiplication de ces causes dont tout le monde se moquait à un moment donné en disant ça suffit maintenant, les bonnes causes, les bons sentiments. C'est bon, on a eu un noir, on va pas avoir un PD maintenant ou un chinois présent aux États-Unis. Pourquoi pas une femme pendant qu'on y est? Maire de Paris, tant qu'on y est. En tout cas, ne minimisez pas l'excellente réponse footballistique de notre ami Fabrice Eboué. Revenir à ça, parce que pour une fois qu'on en a un qui s'y connaît en foot dans cette émission, autant en profiter. Ils ont quand même battu j'aime le foot, moi je suis pas un PD, je vais te dire. Voilà, ça c'est drôle. Ils ont quand même battu 2-0 les Roumains. Bon, ça c'est pas bien de s'attaquer aux Roumains en même temps. Hein. Ça c'est pas bien. C'est pas politiquement correct, mais en tout cas la qualification se rapproche. Il leur suffit. Est-ce que tu arrives à prononcer le nom de l'équipe de Bucarest? Steaua Bucarest. C'est comme ça que je dois dire? Je sais pas, moi je dis Ceausescu Bucarest. Comme ça, Il leur reste en tout cas un point à attraper, un match nul seulement pour les 2 prochains matchs. Ça veut dire soit ils feront un nul contre la Fiorentina et c'est gagné, soit ils gagneront chez eux ou feront un nul contre le Bayern de Munich. Ce sont les 2 prochains matchs de l'Olympique lyonnais. But de Juninho et de Réveillère hier. C'est vrai qu'avec la victoire d'Obama, d'un seul coup, on parle moins foot sur les radios et les télés, mais quand même, cette victoire de Lyon, c'est pas mal aussi. Ouais, non, c'est vrai, ça me manquait. Allez, on continue à parler de l'actu, mais après le flash de 17h. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure, on va se gêner toujours avec Gérard Miller, Marianne Sergent, Max Boublil, Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Fabrice Eboué. Et 2 auditeurs au téléphone qui vont tenter de remporter le filet garni. Ça a été un échec en début de première heure. J'espère que vous allez gagner. Alain qui habite Vertou et Marie qui habite Nanterre sont en ligne. Bonjour Marie, par exemple, pour commencer. Bonjour à tous. Votre métier, Marie, à Nanterre? Alors, je suis professeur de français langue étrangère. Très bien, prof à Nanterre même ou sur Paris? Non, sur Paris. Sur Paris. Et vous avez des élèves de quelle classe alors? Alors, ce sont des étudiants étrangers qui viennent apprendre le français à Paris, en France. À la fac. Et pourquoi Donc, ce sont des étudiants adultes entre 16 et il y en a des plus âgés. Gérard a l'air de vous connaître, non? Je ne vous connais pas, mais quand on est prof, on connaît ce qui s'appelle FLE, français langue étrangère. C'est FLE, c'est-à-dire dans toutes les facs maintenant, il y a des profs. FLE, oui. C'est joli pour la langue française. C'est pour apprendre le français à des étudiants étrangers. C'est extrêmement utile. Dans mon université, il y a évidemment un département de FLE. Et par exemple, vous avez des petites étudiantes, genre suédoises de 18 ans qui... Vous avez ça Alain, oui, mais il y a également des Suédois. habite Vertou dans la Loire. Ça, je m'en fous sur les Suédois. Elle a l'air contente, Marie, d'avoir des Suédois comme étudiants. Alain habite Vertou et il fait quoi à Vertou, Alain? Bonjour. Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Alain. Bonjour. Salut Alain. Salut Alain. Moi je suis ex-cadre en relation avec la grande distribution. Ça sent et le je suis chômage, sur la ça. touche. Sur la touche. Bon alors vous j'ai compris, sous la douche. Non, pas sur la touche. C'est où C'est Vertou? pas un métier. Vertou, c'est une petite commune de 25 000 habitants de la banlieue nantaise et fief entre autres du Muscadet. C'est Vertou. Voilà. Vertou. C'est comme Rome, tous les chemins y mènent, c'est Mais Vertou. voilà. Et alors vous pouvez peut-être profiter de l'antenne de repas pour lancer un appel, une offre, une demande d'emploi en tout cas. Effectivement, mais bon, à 57 ans, c'est bien difficile de trouver un emploi. Mais bon. Ah bah si maintenant vous pouvez travailler jusqu'à 70 alors. Oui, bien sûr. C'est une bonne nouvelle ça, hein. Mais je vais pas plomber l'émission. Peut-on dire encore broyer du noir? Aujourd'hui on peut plus. Allez, la série aujourd'hui. Obama a broyé MC, McCain tout de même. C'est déjà ça. Et McCain a glissé sur l'Afrique. Alain contre Marie et les chroniqueurs qui vont tenter d'aller plus vite que vous pour la question qui vient maintenant. Est-ce qu'il y a des chouchous? C'est important toujours pour savoir. Bien sûr. Il y a Gérard Miller, que j'apprécie pour ses coups de gueule, tels les envolées littéraires de Jean Vautrin. Et puis dans une de vos anciennes émissions, il avait fait part d'une série télévisée qui avait marqué sa jeunesse, à savoir Flèche brisée. Bah ouais, mais si vous voulez retrouver un boulot, faut pas dire que vous aimez Gérard Miller non plus. Donc j'ai quelques souvenirs. Flèche Nous sommes brisée. deux à avoir
vu le feuilleton Flèche brisée. Avec Aigle Noir. Avec Aigle Noir. Les voilà, débuts de c'est la ça. télévision. Quel âge vous avez, Alain? 57. Ah bah oui, vous nous l'avez dit. Oui, c'est ça, c'est la génération de Gérard. Mais Vous êtes voilà. quand même Bien sûr. un peu plus jeune. C'est ceux qui aimaient au Vous avez vu bombard. moins d'épisodes que lui. Par contre, l'Indien était beau, torse glabre et tout. Ça pleurait L'Indien plus Laurent. Vous confondez avec les Village People, là, je pense. L'Indien au torse glabre. Et vous, Marie, vous avez un petit message à faire passer? Oui, je voudrais passer un petit message à une amie, Alice, qui se reconnaîtra, qui vous écoute en podcast comme moi tous les jours. Vanessa Williams, c'est la question que je vous pose maintenant. Vanessa Williams a marqué l'histoire des États-Unis, et on en parle beaucoup aujourd'hui, en 1983. Pour quelle raison? C'est elle qui a inventé le C'était la rasoir. première Miss America noire. Waouh! Elle a été très rapide là-dessus. Eh oui. Caroline Diamant, bravo Caroline! Allez, ouais, tant pis pour eux. 1983, la première Miss America noire. Vous ne le saviez pas, Alain? Non, pas du tout. Et vous, Marie? Non plus. Alors, non. pas de regret, vous Pas de avez regret. perdu le filet garni, mais en même temps, voilà, peut-être que Alain va retrouver un emploi, même à 55 ans, il faut avoir de l'espoir, vous savez, on sait jamais quand même. 57. 57. Ah, ça change tout. Vous auriez eu Alors, c'est 55, foutu. ouais. Mais c'est foutu. Mais c'est un plaisir de vous entendre le midi. Il y a peut-être une épouse qui travaille, elle? Non, à la retraite. À la retraite, votre Ah, épouse. bah, fallait pas épouser une vieille. Hein. Ben voilà. Ah, maintenant, il reste qu'une solution, c'est divorcer. Comme ça, au moins, votre minimum retraite augmentera. Eh oui. Eh oui. Et Toi, t'as puisque- l'air bien renseigné, toi. Ben oui, depuis hier, on sait effectivement que le minimum Ouais. vieillesse augmentera de 25%. Sinon, il y a la uniquement- pension veuvage, mais c'est une autre solution. Faut mieux pas prendre la décision en direct. Marie, on vous embrasse aussi. Je dirais même je vous salue, Marie. Merci Alain. On se retrouve dans un instant pour d'autres questions. De l'humour et des questions, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. 20 000 chaque année dans le monde, c'est le nombre de décès dû à quoi? Alors, dû à quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire la morsure de serpent. Bonne réponse de Gérard Muller. 20 000 C'est énorme. décès par an dans le monde, hein, attention, dans le monde, 20 000 décès par an dus à des morsures de serpents venimeux, évidemment, vous ne l'avez pas précisé. On se doute que c'est pas à Paris, en même Et temps. le principal pays où ça se passe, c'est l'Inde notamment. Effectivement, les pays les plus touchés se situent en Asie, notamment en Inde, et en Afrique subsaharienne. Mais Voilà. si c'est le cobra, c'est nul, le cobra, il mord pas, il crache. Non, mais moi, je m'intéresse à la santé de mes contemporains. Bien sûr. Mais pourquoi vous avez retenu ce chiffre et cette Parce que information? c'est vrai que j'ai été Il frappé est lorsque juif j'ai et il vu... est angoissé par la mort. Non, Donc, je trouvais le chiffre assez important. Je me dis quand même qu'il doit y avoir un certain nombre de moyens de lutter contre les morsures des serpents. Il y a des vaccins, etc. Et donc, il y a 20 000 personnes qui meurent encore, ça. Et puis, quand je suis allé la première fois en Asie, je me souviens, il y a très longtemps de ça, j'étais dans un taxi collectif et le type à côté de moi qui parlait anglais me disait, alors, vous habitez Paris? Alors, je lui disais, oui. Il dit, il y a des crocodiles à Paris? Alors, je lui disais, non. Alors, il me disait, fine place, bel endroit. Après, il me dit, il y a des serpents à Paris? Je disais, non. Il disait, fine place, bel endroit. Ça m'est frappé à quel point les gens étaient effectivement inquiets de la présence d'animaux ou de bestioles comme les serpents. Moi qu'on aussi, connaît pas. quand je suis allé en Thaïlande, je me suis fait mordre le serpent. Oh, non. non, Fabrice, non. Ah, ça va, les vacances scolaires sont finies. Ce qu'on appelle une pompe à venin. Qui aurait déclaré « Si Fillon ou un mec du gouvernement vient, je le fous à l'eau » Leur Manouloulou Ils sont vachement nombreux à avoir dit ça, non? Non, non, non. Alain Bernard? Non, il n'y en a qu'un, non. Est-ce Non. que c'est premier degré? Parce que là, on cherche du côté Oh, des ça- nageurs. Est-ce que c'est un nageur qui a dit C'est ça? pas un nageur. Ok, donc C'est pas un premier sportif, degré. C'est pas un sportif. C'est une personne de C'est un chanteur. entraîneur. Je l'ai lu ça aussi. C'est un entraîneur. C'est parce qu'il les aime pas ou c'est une forme de défi un C'est peu pas un sportif, mais c'est lié au sport. Philippe Lucas? Non. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit ça de façon Vendée Globe, le ironique? Vendée mais- Globe. Alors Eh ben, J'allais le dire là. C'est l'organisateur du Vendée Globe. Oui, enfin, Ouais. pas l'organisateur. non, mais- eh ben alors, pas Kersozon, l'autre. quand C'est même. pas un navigateur, je vous ai dit que c'était pas un sportif. Ah, bah alors Fastoche. Un maire? Philippe de Villiers? Laporte. Philippe de Villiers, excellente réponse de Jérémy Michalak. Ben oui. C'est lui, évidemment, qui va donner le départ et qui réserve toujours un accueil à sa façon à tous les navigateurs qui
partent pour le Vendée Globe Challenge. Et Philippe de Villiers est un peu remonté contre le gouvernement parce que d'abord Nicolas Sarkozy lui avait promis au mois de juin dernier de venir assister au 30e anniversaire du Puy du Fou et il n'est pas venu. Ça, c'est son gros truc, le Puy du Fou. Ah oui, et c'est marrant, ça a pas l'air excitant comme ça, le Puy du Fou. Enfin, moi, j'ai pas. Toi, tu serais chaud pour aller au week-end au Puy du Fou. Bah, en tout cas, Monsieur Sarkozy a pas voulu y aller, vous voyez. Et Philippe de Villiers donc en veut absolument et à François Fillon et à Nicolas Sarkozy et dit si Fillon ou un mec du gouvernement vient le 9 novembre au Sable d'Olonne, je le fous à l'eau. Hein, ce qu'aurait dit il est surtout d'après Cadar enchaîné. Il est surtout mécontent parce qu'il n'a pas été pris au gouvernement. Le bruit avait couru à un moment donné qu'on allait faire aussi une ouverture à droite après une ouverture à gauche et le nom de Villiers circulait. Et de fait, de Villiers était très 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 modéré dans ses critiques à l'époque du gouvernement. Ouais, qu'on l'entendait plus. On l'entendait plus du tout. Valéry Giscard d'Estaing, dans une préface, écrit ceci. Il faut dénoncer ce gaspillage inacceptable des fonds publics, un discours officiel trompeur et un business souvent douteux. De quel business, selon lui, parle-t-il dans cette préface, Valéry Giscard d'Estaing? Il faut que vous le refassiez avec l'accent, c'est le seul personnage que vous savez faire. C'est vrai. Ça serait dommage. Alors, je vais vous le faire. Ok, d'accord. Ce que j'aime, c'est qu'il prend la bouche en même temps. Regardez bien la bouche. Alors voilà. Dans une préface, Valéry Giscard d'Estaing écrit qu'il faut dénoncer ce gaspillage inacceptable des fonds publics, un discours officiel trompeur et un business souvent douteux. De quel business parle-t-il? Ça vous va? Pas mal. Est-ce que c'est un rapport avec l'écologie? Oui. Ah, je suis tellement surprise de tomber bien que je sais même plus sur quoi enchaîner. Je sais, c'est l'éolienne. Les éoliennes, excellente réponse de Gérard Miller. Comment vous savez ça expliquer? Moi, je l'ai un peu aidé. Parce qu'il y a tout un lobby actuellement qui essaye d'expliquer que l'engouement pour les éoliennes est en fait un engouement absolument trompeur, qu'il y a un véritable business et des arnaques liées à la commercialisation des éoliennes. Alors, au début, ça a commencé en disant que les éoliennes, c'était pas esthétiquement. Alors, justement, on a au téléphone quelqu'un qui vient de publier ce livre, préfacé par Valéry Giscard d'Estaing, un livre qui s'intitule L'imposture, pourquoi l'éolien est un danger pour la France. C'est publié aux éditions du Toucan. Monsieur Butré, bonjour. Oui, bonjour. Vous voyez, Gérard Miller était au courant, il parlait de lobby. Est-ce que c'est un lobby, alors? D'abord, bravo pour l'imitation, c'est extraordinaire. Je vous en prie. Vous êtes très bon. Écoutez, c'est plus qu'un lobby, c'est-à-dire là, si vous voulez faire fortune en France, faites de l'éolien. Mais c'est pas des petites fortunes. Non, mais lui, le lobby, il parlait pas de l'éolien, il parlait du vôtre de lobby. Non. Le lobby des gens qui font de l'éolien sont des gens qui actuellement sont en train de faire fortune sur le dos de la collectivité d'une façon hallucinante. C'est-à-dire que c'est pas des millions d'euros, c'est des gens qui en quelques années ont gagné jusqu'à 700 millions d'euros et qui actuellement montent des parcs éoliens. Et comme l'électricité éolienne est surfacturée, ils sont en train de faire fortune. Vous êtes président de la Fédération Environnement Durable, hein, je ne l'ai pas précisé, pas seulement auteur de ce livre aux éditions du Toucan. Donc en gros, vous nous dites, ce qui paraissait être, si ce n'est la panacée, en tout cas vraiment un nouveau moyen écologique d'avoir de l'énergie. Vous pensez que c'est nul, quoi? C'est uniquement, bien sûr, c'est totalement nul. Simplement, ça permet de faire fortune. Et je me demande pourquoi, du reste, vous êtes actuellement en train de faire de la radio. Faut faire de l'éolien. Si vous montez des parcs éoliens, vous allez gagner des millions d'euros. Et si vous aimez la collectivité qui paye, c'est garanti par le gouvernement, parce que c'est même des contrats à 15 ans. Alors si vous connaissez beaucoup de sociétés qui ont un contrat à 15 ans, un client unique qui est EDF, et qui leur achète de l'électricité 2 à 3 fois plus cher qu'on sait la faire autrement, mais c'est l'éolien. Et actuellement, vous voyez 2000 machines, et déjà ça commence à faire un petit peu désordre, et on va vers 15 000 machines. Et c'est ce que le Grenelle de l'environnement, sur ce volet, hein, faut pas critiquer tout le Grenelle de l'environnement, veut nous imposer. Donc ce livre dénonce ce lobby qui actuellement est en train de faire fortune sur le dos de tout le monde. Moi je découvre ce discours, c'est la première fois que j'entends ça. Écoutez, non, c'est pas la première fois, faut regarder autour de vous. Si, moi oui, mais... Prenez l'autoroute entre Paris et Orléans, vous allez voir les forêts d'éoliennes qui poussent. C'est des machines qui ont des rendements absolument épouvantables de l'ordre de 25% par an, mais simplement les gens qui sont derrière sont en train de faire, je vous dis, un argent fou. Mais si ça fait économiser vraiment de l'énergie après. Mais 15 000 machines, on va faire moins de 10% de notre électricité en plus dont on a besoin puisqu'on l'exporte et qu'on sait faire 2 à 3 fois moins cher. Alors si dans une période aussi difficile que les Français vont traverser, il faut voir, on va vers
quand même des problèmes graves. Vous pensez que les Français peuvent se permettre de dilapider 2,5 milliards d'euros par an? Oui. Il y a un problème. Non. On est en ce moment... Gérard veut intervenir. Et oui, je veux intervenir parce que l'argument qu'il y a des gens qui font de l'argent, Bouygues ou d'autres constructeurs ont fait de l'argent en construisant des bâtiments, c'est pas pour ça qu'il fallait plus en construire. C'est de Donc ça l'argent n'est pas... public. C'est de l'argent qu'on prend sur votre facture d'électricité. Oui, j'ai bien compris. Mais enfin, il y a y compris de l'argent public qui sert parfois à enrichir des gens dont les produits, après tout, ne sont pas dénonçables pourtant. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'écoute ce que vous dites, mais on a depuis un certain nombre d'années l'idée qu'il faut une diversification justement des sources d'énergie, qu'on a tout misé sur le nucléaire avec les risques qu'on connaît. Spontanément, j'ai pas l'impression que de consacrer une partie de l'argent public à diversifier ça soit une mauvaise idée. Donc, écoutez-moi, juste, il y a j'ajoute... d'autres énergies renouvelables intelligentes en France, et actuellement un lobby a pris le pouvoir, et c'est lui qui dirige le Grenelle de l'environnement, pour imposer 15 000 éoliennes inutiles. Lisez le livre, vous allez voir ce qui se passe. Mais quand même, le titre du livre, pardon, je vous interromps 2 secondes. Le titre du livre, c'est pourquoi l'éolien est un danger pour la France. Bien sûr. Mais peut-être que le nucléaire est aussi un danger, peut-être un plus gros danger. Toujours ramener la problématique face au nucléaire. Moi, je vous parle d'énergie renouvelable. Il y a d'autres énergies renouvelables. Nous ne critiquons pas le solaire thermique. Nous sommes pour le photovoltaïque à terme. Nous sommes pour la géothermique à des gisements gigantesques. Nous sommes pour la biomasse. Simplement, il faut ouvrir les yeux. L'éolien, actuellement, en France, c'est une affaire de business. Et quand vous parlez d'argent pris sur la collectivité, mais je vous donne un exemple. Une société a fait 753 millions d'euros en quelques années. Un entrepreneur. Et comment Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a-t-il été sensibilisé au sujet et pourquoi il a accepté de faire la préface de votre livre? Écoutez, parce qu'un jour, je crois qu'il a regardé comme tout le monde, il s'est posé la question, sans doute à la fois des paysages et ensuite de l'argent. Et quand on a, quand on a décortiqué cette affaire, vas-y Jean-Louis. Oui. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais si vous voulez payer, moi je veux bien. Si vous voulez que les Français payent, tant mieux. Mais actuellement, c'est complètement débile de faire de l'éolien en France. Excusez-moi, monsieur. Lisez le livre, vous verrez. Ça me permet de rester dans le vent. C'est une, non seulement, il y a, Excusez-moi, on est monsieur. en train de piller les Français au sommet, hein, et il y a des gens qui s'enrichissent, mais en même temps, il y a une corruption au niveau local. C'est-à-dire que pour faire oui, admettre monsieur, l'éolien... s'il vous plaît, monsieur. Pardon? J'avais une question par rapport à ce que vous disiez il y a 2 minutes. Oui. Concernant la biomasse géométrie, est-ce qu'on est sûr ou pas? Écoutez, arrêtez de faire les clowns. Je vous dis, vous faites de l'éolien, vous allez gagner des millions d'euros garantis par l'État. Vous avez en tout cas le mérite d'ouvrir un débat et de lancer un pavé dans la mare. Après tout, on n'était pas forcément tous au courant de ça, et c'est ça et puis, au moins. Regardez ce qui se passe sur le terrain quand vous voyez des gens qui prospectent, qui vont jusqu'à dans les maisons de retraite pour faire signer des bails à 20 ans à des agriculteurs, qui finalement ont tout en main puisqu'ils ont beaucoup d'argent pour convaincre des maires qui eux veulent de l'éolien parce qu'ils veulent de la taxe professionnelle. Tous les villages de France sont en danger. Non, mais c'est au moins un pavé dans la mare que vous lancez. 15 000 éoliennes, c'est... Maintenant, faut s'arrêter, là. Votre livre s'appelle... Vous êtes bon, donc je me défends. Hein. Votre livre s'appelle L'imposture, pourquoi l'éolien est un danger pour la France, aux éditions du Toucan. Puis, précisons bien que vous n'êtes pas contre l'écologie ou contre l'environnement, puisque vous êtes président de la Fédération Environnement Durable. On vous remercie, Monsieur Butré. Allez, bon courage à tous. 18h, 20h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et cette question, aujourd'hui, êtes-vous heureux dans la France actuelle? Élément de réponse avec Gérard Mermet, qui est sociologue et directeur des cabinets d'études Francoscopie. Et vous, votre avis, évidemment, au standard d'Europe 1, 01 42 32 14 14. Quant au débat d'Europe 1 Soir, il s'intéressera à quoi va ressembler la nouvelle Amérique de Barack Obama. Pour en parler, Thierry Breton, professeur d'économie à l'université d'Harvard aux États-Unis et ancien ministre de l'économie, entre autres. Évidemment, là aussi, intervenez au 01 42 32 14 14. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, il faut, cher Serge, que vous expliquiez du mieux possible le petit jeu d'aujourd'hui que vous proposez aux chroniqueurs, parce que ils n'ont pas tous la comprenette facile. Je vois Max Boublil qui se demande encore ce qu'il fout là depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, les éoliennes, le jeu, il se dit mais on passe d'un sujet à l'autre. Là, on va vous proposer, cher Max, le jeu du pouet-pouet. Eh ben, super.
Il faut l'expliquer. C'est vrai que quand on est nouveau, c'est pas facile à comprendre. Même quand on est ancien, je vois Marianne Sergent qui se dit qu'est-ce que c'est que Marianne. Elle a gagné la semaine dernière, c'est elle qui avait trouvé. Serge. Ça, dès qu'il s'agit de faire poète-poète, Marianne. C'est vrai. Je le tiens bien, le poète-poète. Pas trop quand même. Alors expliquez. Alors on va expliquer ça. Les règles sont simples, il y a 10 extraits de chansons que nous allons écouter. C'est un montage avec 10 extraits de chansons. Et il y a un mot qui est ou simple ou composé, c'est toujours le même mot, ou bien une expression, qui est remplacé par un bruit intempestif, un bruit qu'on appelle le poète-poète. Le poète-poète, ça fait ça. Vous voyez ? Ça fait poète-poète, quoi. C'est on doit trouver un mot dans une chanson, quoi. Et c'est toujours le même mot ? C'est toujours le même mot qui censure, qui cache le mot à deviner. Mais pourquoi il a la voix de Francis Cabrel, lui? Parce qu'il est de la même région. Ah d'accord. Alors, 10 chanteurs, on se fout de savoir quels sont les chanteurs, on se fout de savoir quel est le nom de la chanson. Ce qu'il faut, c'est retrouver le mot caché, le même mot à chaque fois, le fameux poète-poète. Monsieur qui s'engraisse du cou de la fesse et du... Mais je vous jure d'avance qu'un de ces jours votre panse, elle dégonflera. Et si vous voulez qu'il revienne, mettez la main au... Adoptez donc une taille XL, pas en culotte. Y'a trop de mythos qui parlent d'automatique. Et cette bimbo qui se la pète avec ses seins pneumatiques. Et celle qui t'embrasse en caressant ton... Petit, tu vas chanter et il la fait chanter. Si tu veux être star, donne-moi ton... Je sais qu'elle est trop fière pour demander de l'aide. Ton ventre qui fut mon premier port d'attache, quand tu devais garder ton... V'là le printemps, m'âme la comtesse, v'là le printemps pour toutes les fesses et pour tous les... 10 ans dans la même pose, je vous assure que c'est long. Depuis que je me décompose, je fais peur aux poissons qui fichent le camp sans émission. Je suis un noyé assassiné par un gars qu'on voulait à mon... J'ai arrêté l'école, je fais quelques bricoles pour voir mon crever la dalle. Tout a maigri pour lui, la grande épidémie. Vite, j'ai posé le sous le nez de monsieur le marchand. Quand il a des nouilles dans les cheveux, c'est qu'il a descendu la poubelle. Un enfant qui avale un... c'est parce qu'il fait une crise de croissance. Et voilà, avez-vous retrouvé le mot qui se cachait derrière poète-poète, Max ? Bah déjà, j'aimerais dire que le choix musical, c'est que du frais, c'est que du jeune, ça fait plaisir. Il y a Emma Domas, quand même. Il y a du rap, il y a Brasco. C'est vrai, non, et il y a MC Solar aussi. Je rigole. Bien sûr. Mais le mot, évidemment, on l'a tous deviné. Hein. Caroline? Bah, moi, je voulais que ce soit Max qui le dise, comme... C'est tellement facile que j'ai pas envie de le... Ça en fait 2 qui savent pas, Gérard? Non plus. C'est un mot composé? Oui. Est-ce que c'est porte-monnaie? Ouais. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Vous l'aviez, vous, Fabrice? J'avais pas nié en 5 lettres, moi, mais c'est... Le compte Marianne, vous l'aviez? Moi, j'étais à portefeuille et la rime ne se faisait pas, donc je cherchais. Portefeuille, porte-monnaie. C'est encore Joujou le meilleur. Ah oui. Je l'avais. Personne ne remplacera notre Joujou national. Non. Si j'ose m'exprimer ainsi. Si Obama, allez, Peut-être une chanson, Francis. Comment vous l'appelez? Francis Cabrel. La cabane, tu nous fais la cabane, hein, on Peut-être Martel. pas celle-là, moi. Mais vous Je avez raison. n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Il joue bien, hein. Vous pouvez détruire. Non, c'est c'est vraiment Vous Francis. pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Remarque, j'ai chanté Jean Cabrel. T'aimerais bien en faire des tubes comme ça, toi, hein. Vous pourriez chanter le baraque au fond de l'américain, là, ou un truc. Non, je connais pas tous les textes de Laurent Gérard. Bon, vous lui réclamiez une chanson. À Francis? Oui. Ah bah, il me l'a faite, là. C'est bien, Francis, ça va. Mais non, mais j'ai autre chose à votre disposition, si vous voulez. Parce qu'il y a une chanson flash tous les jours signée Serge Delgado. Ah, on peut lui faire chanter ce qu'on veut. Non, pas ce qu'on veut. Vas-y, Carla Bruni, vas-y. Mais par exemple, là, il a une chanson sur la défaite de McCain et sur l'avenir de Sarah Palin, sa colistière. mortel. Je m'intéresse à son sort. Elle doit se résigner, pauvre femme, pour la Maison Blanche. C'est bien râpé, qui l'aurait cru. Sa belle image de maman bien sage a beaucoup déçu. Elle est grillée
Staline, elle quitte la scène, elle a porté la poisse à John McCain. En Alaska il faut maintenant en prendre acte. Après cet entracte à lécher les Esquimaux, faut qu'elle dise au revoir aux robes aux belles toilettes, panoplie de starlettes à plus de 100 000 $. Mais si jamais Dati quitte son ministère, il se pourrait qu'elle lui refile ses affaires. Allez, c'est pas cher, on négocie un bon prix. Bravo Serge, merci, on se retrouve demain. À demain, salut. Une petite question, tiens encore. Quelle courbe entre 60 et 70 ans est-elle la plus satisfaisante dans une existence? Allez-y. 60 ans. Non, je crois que c'est quoi? C'est les chiffres et les lettres aujourd'hui. Je crois que c'est pas la question. J'ai l'impression de jouer à Motus ou à Géopardin. Le compte est bon. Le bonheur est plus intéressant à 60 ans qu'à 45 ans. Donc c'est la courbe, Le bonheur, la courbe du bonheur. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui. Pas très bien. 60 et 70 ans, c'est dans la question. Si vous me répétez la question, ça n'a aucun sens, Marianne. Oui, mais j'ai pas eu le temps de continuer. La courbe du bonheur, c'est entre 60 et 70 ans. Quelle est la plus satisfaisante? C'est un sondage, une enquête qui vient d'être publiée. Et d'ailleurs, on va avoir tout de suite au téléphone Christine Chambaz, qui est chef de la division des études sociales de l'INSEE. Bonjour madame. Bonjour. Alors, nous parlions de la courbe du bonheur qui serait idéale entre 60 et 70 ans, si on en croit une enquête dont le Parisien publie quelques extraits aujourd'hui. C'est la vérité, ça? On n'a jamais été aussi heureux qu'à cet âge-là, entre 60 et 70 ans? Alors c'est ce qui ressort d'une analyse qui a été menée par deux personnes de l'INSEE, donc Cédric Afsa et Vincent Marcus, donc qui ont exploité des données de l'Eurobaromètre et qui ont regardé en fait la façon dont évolue le bonheur donc au fil des âges. Donc là, effectivement, il trace une courbe du bonheur et qui montre que le bonheur est minimal entre 45 et 50 ans et atteint son maximum aux alentours de 45 ans. Et vous avez comptabilisé la courbe de l'érection ou pas là-dedans? Ah non, pas du tout, on prend pas en compte ce genre de choses, mais peut-être que les enquêtés l'intègrent dans leurs réponses. Ce que vous voulez dire, c'est que à partir de 50 ans, ça commence doucement à remonter, la courbe du bonheur. Exactement. Et que la courbe est jamais... La tendresse, vous voulez dire. Et la courbe est jamais aussi haute qu'entre 60 et 70. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est quoi la question qu'on pose aux gens? À quel âge êtes-vous le plus heureux? Non, pas du tout. En fait, on demande à vraiment un échantillon de personnes de tous âges et au cours d'une période très longue. De 20 à 75 ans. Voilà. Donc, dans l'ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, pas très satisfait ou pas du tout satisfait de la vie que vous menez? J'ai la courbe devant les yeux, hein. Moi, je lis même. Alors voilà, l'âge, ça va de 20 à 75 ans, d'après l'enquête INSEE, et on leur demande s'ils sont pas heureux, pas très heureux, moyennement heureux, heureux ou très heureux. Alors c'est à peu près ça, oui. Voilà. Hein. Et donc c'est le sentiment de bien-être au cours de la vie, oui Marianne. Voilà. Eh bien je m'excuse d'en revenir encore sur le problème de la ségrégation. Pourquoi à partir de 75 ans on n'a plus le droit d'être heureux, on n'a pas de réponse à donner? Parce qu'on est mort. C'est pas une question de droit là. Le vrai bonheur, c'est d'après cette courbe. Hein, ça commence à remonter entre 50 ans, mais surtout le top, c'est entre 60 et 70. Alors, regardez, après 70, ça se gâte. Gérard, c'est l'incarnation de la joie de vivre. Exact. Regardez. Mais non, mais Gérard, 60 ans. Oui, mais je me permets de savoir dans quelle mesure il n'y a pas aussi une part de résignation dans ce qu'on imagine être le bonheur. C'est vrai, quand on a 20, 30 ou 40 ans, on a des aspirations telles qu'on peut pas imaginer. Mais on peut pas imaginer qu'on est heureux. Ce qui file pas la pêche, je peux vous dire ce qui file pas la pêche, Caroline, c'est que là où la courbe est la plus basse, vous voulez que je vous dise, c'est pile mon âge. C'est 45 ans, c'est le coup de mou dans une vie, c'est 45 ans, et je me demande même si c'est pas aujourd'hui. Parce qu'à 45 ans, tu n'as pas encore réussi tout ce que tu aurais pu vouloir réussir, et tu t'imagines que ça sera encore très difficile à faire. C'est vrai qu'il fait, alors qu'à 50 ans, faut que je bosse un peu plus encore. À 50 ans, tu commences à te résigner. Non, c'est vrai qu'il fait une petite carrière de merde, hein, Ruquier. Non, c'est parce que... Ah, mais c'est pas une question de carrière. C'est la satisfaction n'est pas liée au nombre de choses que vous faites. Vous pouvez avoir une activité débordante et néanmoins être insatisfait. Non, mais c'est très intéressant, cette étude. Elle va servir à quoi, exactement, Madame Chambaz? Madame Chambaz. En fait, c'est une étude qui vient compléter un certain nombre d'informations plus chiffrées
chiffrées qu'on produit régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, les économistes actuellement s'intéressent beaucoup à tout ce qui tourne autour des indicateurs de bien-être, au-delà de la simple mesure du PIB, par exemple, des indicateurs de richesse traditionnellement mis en avant. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette courbe du bonheur, c'est qu'on voit que justement, aux âges où le bonheur serait le moins fort, c'est l'âge où justement les revenus sont les plus élevés en moyenne. Alors, tout ça c'est en moyenne, bien sûr. Donc c'est ce qui donne quand même une indication que si le bonheur peut dépendre du niveau de ressources, il dépend pas que de ça. Il faut quand même préciser, puisque j'ai la courbe devant les yeux, qu'entre 20 et 25 ans, on est plutôt moyennement heureux, moyennement heureux, et ça chute à pas très heureux ou pas heureux du tout entre 35 et 50. Et ça remonte à 50 ans. Ben voilà, dans quelques années, Laurent, vous aurez 50 ans, vous serez heureux. Oui, écoutez. Non, mais ça veut dire que ce qu'on appelle la force de l'âge, 35-50 ans, est censé être une période pas heureuse. Oui, mais Laurent est en pleine ménopause, ça va passer, après tu vas... Et quand je vous vois, c'est drôle que vous n'imaginez pas que le concept même de bonheur implique une part justement de résignation. Si à un moment donné, on se satisfait aussi de ce qu'on a, c'est aussi ça. Pour terminer là-dessus, Marianne. Mais moi, je pense que pour les garçons, je ne sais pas comment ça marche, mais pour les filles, à partir de 50 ans, nous ne sommes plus des ménagères de moins de 50 ans. Ça fait un bien fou. On devient enfin des jouisseuses de moins de 100 ans. On nous emmerde plus. Merci en tout cas, Madame Chambaz. On se retrouve dans un instant pour le DVD de la semaine. Gêné continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Max Boublil, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Gérard Miller, Marianne Sergent et Jérémy Joujou Michalak. Survivre avec les loups, un film réalisé par Vera Belmont avec Mathilde Goffard, Yael Abécassis, Guy Bedos, Michel Bernier. Un livre tiré d'une histoire qu'on croyait vrai, c'est ça, le truc. Qu'on croyait vrai au départ, puisque c'était une autobiographie en quelque sorte, signée d'un auteur dont j'ai oublié le nom, Mischa de Fonseca, voilà, et de son vrai nom Monique Devel. Et elle a avoué que le livre qu'elle avait publié en 97, en fait, n'était pas autobiographique, hélas, mais une fiction, quelque chose qu'elle s'était tout simplement imaginé. Sauf que quand le film est sorti, on était persuadé que l'histoire était vraie encore à ce moment-là. Non, alors je ne sais pas si ça augmente l'émotion, certainement, parce que l'histoire est tellement formidable, tellement étonnante. Ça va bien. En même temps, ses parents, si je ne me trompe, les parents de cette écrivaine ont été déportés. Quand elle avait 4 ans. Elle a certainement imaginé toute cette histoire aussi. Alors racontons l'histoire pour ceux qui la connaîtraient pas, de Survivre avec les loups. C'est une petite fille qui se trouve à l'époque la pire, évidemment, de l'époque contemporaine, puisque c'est pendant le nazisme. Ses parents, à un moment donné, sont déportés. Elle se retrouve petite fille juive, toute seule, à la recherche de ses parents, et elle va traverser sur des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres l'Europe, dans des contrées absolument évidemment hostiles, non seulement par les gens qui s'y trouvent, à savoir les nazis et leurs collabos, mais également parce qu'elle traverse des forêts où se trouvent des animaux sauvages, et elle va être adoptée en quelque sorte par des loups et vivre avec eux. Et c'est une très très jolie histoire. Et franchement, lorsque j'ai appris, comme tout le monde, que c'était une histoire qui n'était pas autobiographique, ça ne m'a absolument pas gêné pour avoir apprécié ce film. Ah bon ? Le film vit, mais bien sûr le film vit, il faut le voir aussi comme une histoire belle, comme une histoire émouvante, et pas simplement comme le récit inimaginable d'une petite fille. Le film sort en DVD, si vous n'avez pas vu en salle. Gérard le conseille, donc. Caroline, vous? Non. Pourquoi? Alors, je vais vous dire, ça soulage de savoir que c'est pas une histoire vraie, parce que sinon ce serait vachement difficile d'en dire du mal. J'ai entendu une belle phrase, je trouve, qui convient très bien à ce film. La différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. Or, c'est le problème. Ça n'est absolument pas crédible. Moi, c'est un film, j'avais absolument pas envie de le voir avant. Et alors, quand j'ai su que c'était, parce que je me disais, mon Dieu, ça doit être vraiment éprouvant à regarder, ça doit être très dur, quelle atrocité. Alors, quand j'ai su que c'était basé sur un mensonge, j'étais absolument effondré pour la réalisatrice qui a dû mettre toute son âme pour essayer de faire revivre cette histoire incroyablement touchante. J'ai trouvé, alors, la petite fille est époustouflante. Elle joue extraordinairement bien, mais rien n'est crédible à partir du moment où elle engage sa quête. Ah, les loups sont bons. C'est des faux, c'est des mecs en costume, hein, pareil, c'est des non, mais voilà, Michel Bernier, Guy Bedos, ils sont tous extraordinaires. Mais la quête de la gamine, à partir du moment où elle passe dans les forêts
plus rien n'est crédible. Je veux dire, elle a besoin de se diriger, on lui offre une boussole. Je veux dire, elle comprend tout, elle est censée avoir un âge. Moi, je voudrais trancher dans ce débat milliard diamant. Je voudrais annoncer à Caroline que Cendrillon n'est pas vrai non plus, ainsi que la Belle au bois dormant et tout ça. C'est une histoire pour les enfants, qu'elle soit vraie ou non, on n'en sait pas, mais c'est un très joli film. Moi, c'est le genre de film que j'aime. Il y a pas trop de flics, de flingues, de machins qui se courent au cul pour avoir du pognon et de la drogue. Et donc, moi, j'aime bien ça. Tu vois, il y a juste la scène de viol qui me choque un peu, mais encore une fois, on ne la voit pas en entier. C'est un loup qui l'a. Non, c'est des Allemands qui violent une jeune fille sur la route. J'avais un cousin qui baisait des c'est une belle histoire et moi, j'aime beaucoup. Fabrice. Donc vous le conseillez, hein? Oui, bien sûr, en famille, avec les enfants, tout ça. Vous l'avez pas vu, vous, Michalak? Non, mais tu vois, la jaquette me fait penser à une pub avec Johnny Hallyday, quoi. T'as le loup dans la neige, on dirait un truc optique 2000. Survivre avec les loups. Non, mais ce qu'il faut préciser, il y a une performance d'actrice de la gamine, hein, il faut absolument. dire. Absolument. C'est vrai aussi que la façon dont elle fait tourner les loups, parce que ça n'est pas rien, c'est tout à fait étonnant. Et puis, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est très juste de parler de Cendrillon. C'est que là, pour une fois, les méchants, c'est pas les vieilles sorcières, ce sont effectivement des nazis, ce sont des gens qui, en effet, ont fait souffrir énormément de monde, mais c'est quand même à prendre dans le cadre d'un conte. Donc, un conte sur la réalité. Puis le film est plutôt joliment réalisé. Oui, moi, je l'avais vu à sa sortie, ce film, puisque c'est bien pour les enfants, parce que ça leur permet aussi d'approcher une histoire monstrueuse à partir de quelque chose qui, de par le charme de cette petite fille et puis les loups étonnants, n'est pas monstrueux pour les enfants. Moi, j'aurais très peur d'amener une petite fille ou un petit garçon voir un film sur les nazis. Ouais. Là, on peut, parce qu'en effet, il y a quand même une allégorie. Moi je préfère ça à Charlie et la chocolaterie de loin, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus éducatif et beaucoup moins raciste. Ah oui, mais enfin, Charlie et la chocolaterie, c'est assez chouette quand même. C'est raciste, Charlie et la chocolaterie? Oui, c'est raciste parce que le petit crétin a un accent allemand, le petit gros, etc., etc. Il y a vraiment des caricatures des gamins que tu ne trouves pas là-dedans. Allez, un peu de musique. Avant de retrouver Monique Pantel, je vous propose Hugh Coltman. C'est une découverte Europe 1. Et d'ailleurs, je l'ai entendu sur la route vendredi soir dernier chez Thierry Lecamp. C'est super, sa chanson. Could You Be Trust? Hugh Coltman. Découverte Europe 1. L'album va bientôt sortir. Stories from the Safe. Dernière ligne droite pour On va se gêner avec Laurent Ruquier. Allez, d'autres questions, les dernières. Essayez de vous rattraper. Ça n'a pas toujours été très brillant, hein, là, vraiment. Oui. Hein. Surtout vous, Gérard. C'est injuste. Oui, une injustice de plus. Si je vous dis que Yvonne Katterfeld est un nom que vous allez sûrement retenir, mais qui crée déjà la polémique. C'est lié à Obama ou pas? Du tout. De qui s'agit-il? Il crée la polémique à cause du nom lui-même. Yvonne, c'est elle. Non, mais je connais très peu de garçons qui s'appellent Yvonne, Gérard. Je dis le nom crée la polémique. Lui-même, c'est le nom qui crée la polémique. C'est vrai. Ouais, bon. Dans les soirées de Paul Vermus, des garçons qui s'appellent Yvonne, il y en a quelques-uns. Non, mais je veux dire, est-ce que le nom crée la polémique? Pas du tout, c'est pas son nom. Yvonne Katterfeld, elle crée la polémique. Attention, une petite polémique, mais une polémique dont on a entendu parler ce matin sur Europe 1. Est-ce que c'est une polémique qui se crée à l'étranger, vu son nom? Non. Yvonne C'est très franco-français et Yvonne a donné une information. Non, elle n'a pas donné d'information. Mais Yvonne Katterfeld est anglaise? Yvonne Katterfeld est une jeune actrice de 30 ans. Alors elle a prêté son corps à, je sais pas, la doublé, la James Bond girl. Non. Donc il y a un rapport avec la polémique d'Alain Delon. Alors allez-y. Et donc Yvonne Katterfeld va Elle joue jouer. Romy Schneider jeune. Oh bah non, mais merde. C'est le principe. Il paraît que tu peux niquer sur le fil du rasoir. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merci. Non, mais enfin, quand même, Caroline. Mais enfin. Vous n'avez pas le droit de, comme ça, de castrer vous avez Joujou. des chouchous dans cette émission. Parce que quand c'est Fabrice Eboué qui finit par répondre après, ben, vous dites que c'est lui qui a trouvé la bonne réponse. Ouais. Joujou pourrait jouer Delon. C'est une vraie grillée sur le fil. C'est une vraie cour d'école, ici. Hein. Quelle bande de gamins. Il paraît que Delon, il est pas content du tout, par C'est pas, il rapport à paraît, c'était dans la question, ça, voyez. Oh mon Dieu. Moi j'ai vu les extraits. Attendez, c'est l'âge du bonheur. Ça peut pas être l'âge de la compréhension aussi, quoi. Alors, je fais quoi dans ces cas-là? Vous croyez qu'on peut la faire revenir à la réalité? Non, c'est trop tard, là, vraiment. Marianne, c'était la question, c'était que ça crée la polémique. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que Delon est pas content. Alors, Alain Delon, il est non seulement pas content parce qu'il y a quelqu'un qui joue Romy Schneider, mais il est surtout pas content parce qu'il y a quelqu'un qui joue son rôle à lui, Alain Delon, dans le film, évidemment, puisqu'ils ont une liaison, Alain Delon et Romy Schneider, mais il dit, merde, alors on fait comme si les deux étaient morts, moi je suis quand même
même encore vivant, on aurait pu me demander mon avis. Voilà ce qu'il a dit ce matin chez Marc-Olivier Fogiel. Il y a déjà eu des films où des gens interprétaient d'autres personnages vivants. Oui. Je comprends que ça soit sans doute une surprise et un désagrément, mais c'est comme pour les biographies. Delon avait fait interdire aussi une biographie non autorisée le concernant, à cause de quelques éléments qui lui déplaisaient. C'est toujours un vrai problème quand tu es vivant, et aujourd'hui tu vis de plus en plus vieux. C'est Je le laisse cas ma pour Delon. place à Gérard Miller. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à parler de quelqu'un? Mais même quand t'es mort, quand c'est trop récent, c'est gênant. Regarde Coluche, là, ça fait un bide noir, leur film. C'est pas, non, on parle pas des bides, on parle du désagrément que ça cause. Par exemple, sur Françoise Dolto, j'écoutais justement sa fille qui a quand même descendu en flamme Daniela Lombroso parce qu'elle a fait une biographie sur Dolto. On peut ne pas être d'accord du tout avec la biographie, mais c'est pas interdit quand même de parler s'il y a pas de diffamation. On peut quand même demander son avis à la personne concernée, si tu veux. Ou à sa famille, mais c'est très compliqué parce que la famille ou la personne concernée, elle a évidemment un regard sur elle-même ou sur son. Non, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, Alain Delon va pouvoir parler de lui à la troisième personne et il y aura une bonne raison. Puisque c'est un comédien qui va jouer son rôle dans ce film. Comédien d'ailleurs, dont je ne vous ai pas donné le nom, je vous ai donné le nom de qui allait jouer Romy Schneider, c'est Yvonne Katterfeld, mais le jeune acteur français s'appelle Raphaël Personnaz. C'est lui qui jouera Personnaz, un joli nom. Avec un Z à la fin. Mais par exemple, quand ils ont fait la biographie de Francis Holm avec Thierry Frémont sur les victimes de Francis Holm, ils ont pris des comédiens, c'était pas celle de l'origine, tu vois. Vous voulez savoir par exemple, parce qu'il y a d'autres comédiens qui vont jouer, par exemple, c'est Clément Siboni qui va jouer Daniel Biasini. Mais c'est un téléfilm ou c'est un papa film de Sarah. Non, ce sera un long métrage, un film pour le cinéma. Possible. Donc Clément Siboni pour jouer Daniel Biasini, le papa de Sarah. Jean-Hugues Anglade va jouer Claude Sauté, par exemple. Voilà. Richard Valls jouera le rôle de Jean-Claude Brialy. C'est Richaud. Et souvenez-vous que Titoff, notre ami Titoff, ici même, nous avait raconté qu'on l'avait contacté, il avait fait le casting, il n'avait pas compris pourquoi, pour jouer Jean-Claude Brialy. Et vous vous souvenez pas de ça, il nous l'a raconté ici. Alors, si le choix des producteurs est aussi judicieux et évident que Titoff dans le rôle de Jean-Claude Brialy, quoique Titoff est capable de composer des personnages assez étonnants. Mais j'étais sur le casting de Romy Schneider, moi aussi. Beau. Qu'est-ce que vous dites? J'étais sur le casting de Romy Schneider, moi aussi, j'ai raté le rôle de feu. Je vous imagine. Oh, si, impératrice, Charlie, c'est beau. C'est double. Non, mais cela dit, impératrice. excusez-moi, mais il faut absolument qu'on voit ce comédien parce qu'on a tous rêvé de voir Delon jeune. Ah oui. Donc, je le connais, en plus, je le connais. Raphaël Personnaz. Ouais, à l'époque, on a fait des castings ensemble. Il est aussi beau que Delon était. Moi, je dirais pas de mal de lui, mais non, il est, je sais pas. Visiblement, t'en diras pas du bien. Non, mais si, je sais pas. Pour juger les hommes, je suis pas Fabrice. Non, au moins dans un film, Alain Delon avait joué un personnage vivant, si je ne me trompe, pas sous votre contrôle. Il avait joué Jacques Chaban-Delmas. Exact. Dans Paris Brûle-t-il. Peut-être l'avait-il contacté. Non, mais peut-être l'avait-il contacté. C'était un film qui était un peu officiel, finalement, Paris Brûle-t-il. Une vision quand même idéalisée de la résistance. Mais c'est pas faux ce que vous dites. Bravo. Belle remarque de Gérard. C'est vrai. Sur la fin, là, juste. C'est son anniversaire aujourd'hui, en plus. Qu'est-ce que c'est Ah, mais oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire d'Alain Delon aujourd'hui. Ah, on est le 7 novembre? Genre la fille qui connaît sa date. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bon et long week-end sur Europe 1. Merci. Merci à vous aussi, Laurent Ruquier. Europe 1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe 1.fr/radio.